Bonjour à tous, bienvenue dans les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais et je suis jardinier. Aujourd'hui, on est avec Gédéon Pochat, qui est trailer et ski alpiniste. On va parler de son parcours. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. Bienvenue, Gédéon. Bienvenue, merci de me recevoir. Merci de nous accorder ton temps sur le podcast. On va commencer par cette question. Est-ce que tu peux nous présenter où est-ce qu'on est là ? Là, on est à la Clusaz. On va dire on est à la maison, même si j'habite pas à la Clusaz même, j'habite juste à côté, mais on est sur mon terrain de jeu où je m'entraîne l'été comme l'hiver. L'été, c'est des baskets aux pieds, puis l'hiver, des skis de rando, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des pics qu'il y a derrière ? J'ai cru entendre que tu les avais grimpés. Juste derrière moi, il y a le trou de la Mouche. On va dire que c'est une montagne qui est assez symbolique ici. C'est vraiment un trou qui est dans la roche pour passer au sommet. Donc on passe pas vraiment au sommet, mais c'est quelque chose qui est assez joli. Et puis plus loin là-bas, il y a le plus haut sommet de la chaîne des Aravis. On se situe. C'est la Pointe Percée. C'est à 2700 mètres de dénivelé. D'accord. Donc toi, tu es trailer et le reste du temps, tu fais du ski alpinisme en hiver. C'est ça, ouais. À quel moment ça t'est venu de faire du trail ? En fait, on va dire que du trail, j'ai toujours fait du trail entre guillemets. Quand j'étais plus jeune, je faisais du foot et en fait, en complément de mes entraînements, j'allais courir autour de la maison. Pour moi, c'était des footings, mais en fait, c'est déjà du trail, mais ça s'appelait pas encore du trail. C'est à cette même époque où il y a Jornet qui commençait ses débuts et qui commençait à faire connaître le sport, on va dire. Mais pour moi, c'était juste un footing. J'avais des baskets, mais j'allais courir sur un sentier parce que où j'habitais, il n'y avait pas de la route goudronnée de partout. Et donc, on va dire que le trail, ça fait un sacré moment. Après, où j'ai commencé réellement à me mettre dans une structure, que ce soit et pour le trail et le ski alpi, c'était en même temps, je devais avoir 16 ans, quoi. Ok, et toi tu viens d'ici en fait, enfin t'es né Ouais, je suis né à Annecy et j'habitais à Revagny, qui est un petit patelin qui appartient à la commune de Talloires, sur les hauteurs du lac d'Annecy. Ouais. Donc j'ai grandi, on était à 800 mètres d'altitude, au pied de la Tournette, qui est la montagne la plus haute du Tour du Lac, et j'ai toujours été un peu en montagne comme ici, quoi. Ok. T'étais quel genre d'enfant toi quand t'étais gamin ? Hyper actif. Hyper actif, ok. Et je le suis toujours un peu, tout le temps à faire 15 000 trucs en même temps. Et ouais, un peu du mal à me concentrer, on va dire, à l'école, tout le temps envie d'être dehors, d'aller m'amuser. Et on va dire que scolairement, j'ai réussi le jour où j'ai pu intégrer une section sport-études, où en fait on bossait le matin, donc je me concentrais 4 heures, et l'après-midi j'étais tranquille, je pouvais faire mon sport, quoi. C'était en quelle classe ça ? Ça c'est après le bac. J'ai fait un DUT mesures physiques en sport-études, donc c'était en 3 ans au lieu de 2, et après j'ai fait une licence commerce, pareil, en 2 ans au lieu de 1, et c'est aménagé en fait au sport. D'accord. Quand à l'école, au collège, au lycée, ça a été compliqué pour toi ou Ouais, c'était compliqué. J'ai des petites difficultés, on va dire, à l'école. J'ai dû travailler beaucoup, quoi, et du coup c'était pas évident, et j'avais tout le temps ce regard de dehors il y a des montagnes, t'as envie d'aller courir, d'aller te promener, t'as envie de t'amuser, quoi. Mais à partir du moment en fait où j'ai trouvé ce qui me plaisait, il n'y avait pas de problème, quoi. Ok. Mais c'est ça le plus dur, c'est trouver ce qui te plaît, quoi. Toi, tu faisais du foot, c'était ce qui te plaisait à l'époque ? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, c'était vraiment ce côté que du jeu tout le temps. Et après, quand je suis parti au départ, je jouais dans le petit club à côté de chez moi, à Menton-Saint-Bernard. Puis quand j'ai progressé, je suis devenu un peu plus grand dans les catégories. Je crois que c'est U13 ou U13. Ouais, je suis allé à Anne-Sylvieux. Donc on jouait à un bon niveau en Ligue Honneur à l'époque. Et là, ça jouait le ballon à fond. C'était génial, c'était chouette. Et l'année d'après, on est passé dans la catégorie d'âge du dessus. Et c'est devenu beaucoup trop physique pour moi. Et je me faisais exploser. Je commençais à regretter en fait ce côté collectif du sport qui m'avait attiré avant, à me dire des fois tu fais le meilleur match de ta vie et tu perds quand même, mais alors que toi t'as été parfait. Et je me disais j'aimerais peut-être faire un truc un peu plus pour moi, où si tu fais une connerie tu le payes direct, et si ce jour-là t'es à 100%, le résultat il est là, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait dans le collectif justement quand tu faisais du foot ? C'est ce côté d'échanger, le foot, t'as vraiment ce côté de jeu quand même. T'as ce côté où t'es gamin, tu joues avec un ballon, tu t'amuses, quoi. Et t'as ce côté où t'es avec des copains, une équipe, t'as quand même un aspect de
je pense, de fierté, de partage avec tes potes. Tu crées quelque chose de solide. Mais c'est ce que je retrouve en fait aujourd'hui dans le sport avec le ski alpinisme, avec la Fédé, où on a un groupe qui est soudé en fait, où t'as des copains que tu vois toute l'année et ça c'est chouette quoi. Et ça te permet de progresser avec eux quoi. Oui, finalement, c'est pas tout à fait un sport solitaire puisque vous êtes quand même en équipe, vous vous entraînez en équipe, même si sur le moment c'est solitaire quoi. Ouais, bah sur le moment c'était concurrent, mais c'est avec ces mecs-là que tu vas t'entraîner, que tu vas progresser, et ainsi de suite. Donc après le foot, toi, tu t'es rendu compte que c'était plus pour toi parce que ça devenait trop physique. Et j'avais envie de faire un truc pour ma gueule, pour être grossier quoi. D'accord. Mais vraiment. Pas de souci. Et qu'est-ce que tu as voulu faire en premier? Tu as essayé d'autres sports avant d'arriver au trail ou au ski? Non, pas du tout. Bah, j'ai rencontré en fait chaque année en fait depuis que j'étais tout petit, je faisais une course à la maison. C'était la montée de la Tournette. On partait du bord du lac d'Annecy et on montait au sommet de la Tournette. Et quand j'étais petit, je la faisais avec mon grand-père. J'étais le plus jeune, lui c'était le plus vieux, plusieurs années de suite. Et en fait, il avait quel âge? Il avait 80 ans, je crois. 80 ans. Ouais. Ah oui, quand même. Il se montait. Ouais. Bah, que les dernières années où il l'a fait. Avant, sinon, il a commencé, c'était plus jeune, parce que moi, c'était il y a un moment. Hein. Ouais. Ouais, là, il a 90, donc non, mais c'est ça. Okay. Ouais. Et du coup, cette course, c'était vraiment chaque année, premier week-end de septembre, il y avait la montée de la Tournette, c'était le truc à faire. Et là-bas, en fait, l'organisateur de la course, qui voyait que chaque année, je progressais, j'allais d'un peu plus vite. Après, j'avais arrêté d'y aller avec mon grand-père, j'y allais avec des copains, puis je commençais à essayer d'améliorer le chrono. Et du coup, là-bas, on m'a présenté, il y avait un groupe jeune, en fait, du CAF d'Annecy, c'est le club alpin français, qui venait chaque année faire cette course. Et du coup, on m'a dit, je te les présente, vois ce que tu peux faire avec eux. Et en fait, 3 mois après, je me retrouvais à Tignes sur le glacier, première fois de ma vie que je mettais des skis de rando. Ok. Ouais. Et j'ai essayé et j'ai dit, waouh, c'est dur, mais c'est quand même kiffant. Et surtout quand tu attaques sur le glacier début de saison, tu es à plus de 2000 mètres d'altitude, tu ramasses en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop génial ce truc-là, je veux faire ça. Le ski de rando, ça t'a plu directement? Ouais, direct. Mais tu faisais du ski normal, on va dire? Ouais, du ski alpin, comme un mec qui habite dans la région et qui a la chance d'avoir des pistes à côté, donc de temps en temps, il va au ski alpin. J'ai passé mes premières étoiles, l'étoile d'or et les machins comme ça, mais j'ai jamais fait de compète, de piquet. C'est pas ce qui t'intéressait, la descente, c'était plus qu'est-ce qui t'intéressait dans le ski de rando alors? Moi, c'est que ça soit ski de rando ou trail, en fait, c'est d'être en montagne. C'est d'être en montagne. Tu regardes un endroit où tu veux aller, et puis même d'être en montagne sans forcément. Par exemple, toutes les crêtes qui sont là-haut, c'est des trucs que j'ai fait plein de fois. Il n'y a pas de chemin, mais c'est d'aller te balader en montagne. Tu fais toutes les crêtes, tu pars la journée, tu t'éclates. C'est ce côté un peu aventure. Et en fait, tu vas où tu as envie d'aller. Et le seul truc qui te limite, c'est ta forme physique ou ton niveau technique. C'est juste ça, quoi. Et été comme hiver, là derrière, les crêtes, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, c'est pas accessible à tout le monde, parce que avec le temps, tu apprends et tu connais tes limites et il faut pas faire de conneries, quoi. Mais c'est ça, c'est te sentir libre et te dire, tiens, demain, je vais faire le sommet là-bas, puis tu y vas, quoi. Ouais, tu sais pas par où tu passes, c'est juste un peu de curiosité et puis tu fonces, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es fait peur un peu à y aller tout seul quand tu étais jeune? Ouais, quelques fois. Après, vu que j'ai été assez vite en sport-études, je devais avoir 18 ans, en fait, et que j'avais tous les après-midi de libre pour le sport. Donc, et après, pareil, la licence que je disais tout à l'heure, c'était, on travaillait 3 mois par an. Le reste du temps, on était libéré. Donc, vu que tu as beaucoup de temps pour t'entraîner, tu as beaucoup de temps pour aller en montagne. Les montagnes, elles bougent pas. T'as pas trop de problème à dire, bon, c'est pas grave, je reviens demain. Les conditions sont pas bonnes aujourd'hui, ou je le sens pas, ou je reviendrai avec un pote. Parce que tu sais que tu as cette chance de pouvoir y aller tous les jours. Ouais. Le mec qui vient une semaine par an en vacances ici, il fait moche, il va se dire j'y vais quand même, quoi. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où il y a le carton, carrément. Ah, il y a un paquet de fois où j'ai fait demi-tour. Après, je me suis fait peur il y a 2 ans, je suis passé dans une avalanche et ça te détend. Alors que t'as beau essayer de limiter les risques, nous, quand tu pratiques la montagne l'hiver, tu as accès à le BRA, c'est le butin de risque d'avalanche. Et en fait, c'est un chiffre entre 1 et 5. 5, tu restes à la maison, tu sors pas. Les stations sont fermées quand c'est à 5. Et en gros, avec ça, ça te permet en fait de savoir un peu les conditions qu'il y a en montagne. Si tu es chez toi, que tu surveilles un peu tout le temps la météo, tu vois comment ça évolue, tu vois s'il y a des couches fragiles ou pas. Et du coup, ça te permet un peu d'éviter les endroits craignos si tu connais un petit peu. Et je pense pour faire du ski de rando, il faut avoir ce côté quand même montagne et connaître ça. Et du coup, ce jour-là, on va skier avec un pote, risque 1 sur 5, pas neigé depuis 2 semaines. Et j'ai pris une face sur la gueule. Ok. Ça a dû être... t'avais
le sac à dos pour... Non, on n'a pas de sac à dos, nous, pas de sac airbag, vu qu'en ski de rando, c'est tout le temps un peu light, léger. J'avais un Narva pour qu'on me retrouve. Et en fait, c'est la face qui est partie. C'est parti sur, je crois, 300 mètres de large, sur 80 d'épais. Je suis parti dans un bout de goulet. Mon pote qui était héros, d'un coup, m'a vu disparaître. Attends. L'ARVA, c'est quoi déjà? C'est le détecteur de victimes. Détecteur de victimes, ok. C'est une radio pour te... C'est comme une radio pour te localiser. L'autre qui a un Narva, en fait, il va capter ton signal. Ouais. Et il va finir à pouvoir aller jusqu'à toi. D'accord. Après, il a une sonde dans son sac à dos pour sonder où t'es, pour te toucher. Le gros piquet, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et après, il a sa pelle pour creuser. D'accord. C'est l'indispensable en ski de rando. T'as toujours ça dans le sac. Toujours ça dans le sac. T'as toujours ça dans le sac. Ok. Ça, je savais pas. Et du coup, le goulet, pardon. Le goulet, c'est quoi? C'est un petit couloir. C'est un couloir. Ouais. D'accord. Et en gros, la face est... J'ai fait un premier virage, un deuxième virage, et en fait, c'était tracé à la montée, à la descente. Et sur un virage où j'ai tapé un peu fort les pieds, c'est tout parti. C'est tout parti parce qu'il y avait une couche fragile qui datait depuis 3-4 semaines. Et c'est tout parti. Ça te couche sur le côté, ça commence à t'embarquer, ça me tirait les dragons, donc j'ai viré les bâtons. Et le moment où la pente se casse un petit peu, en fait, t'as ce qui est derrière qui te rattrape. Et du coup, là, tu prends tout sur la gueule. Et là, mon pote m'a vu disparaître. Et puis, en fait, je me suis fait traîner sur 4 ou 500 mètres, je crois. Et en fait, en bas, je suis ressorti. La neige a continué à avancer et moi, je suis ressorti. Impeccable. Non, sérieux? Ouais, nickel. Et j'avais tu sais, souvent s'entraîner avec des ceintures cardio. Du coup, j'ai regardé, j'ai pris genre 185 au cœur, le cœur qui était à fond et tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui s'est traversé l'esprit à ce moment-là? Il n'y a rien qui traverse l'esprit. Le seul truc que tu essayes de faire, c'est nager pour rester en surface. Instinct, ouais. C'est juste tu nages et il n'y a pas de... Il faut nager quand... Ouais, parce qu'en fait, en gros, tes skis te tirent au fond de ouf. C'est comme si tu étais dans de l'eau et qu'on t'accrochait des pieds au poids, vu que tu as le ski qui a le plus de portance, et qu'on te tirait vers le fond, et toi, tu es là, putain, non, je veux pas y aller. Et du coup, tu te débats. Ouais. Okay. J'avais un peu ramassé, j'avais quelques trucs un peu déplacés, quoi, le bassin. Mais que ça, finalement. Non, rien du tout. C'est ce que j'ai dit à mon pote derrière. Je lui ai dit, il y avait une autre petite montagne à côté, et je lui ai dit, gars, on remonte tout de suite là, on fait tout de suite 100-200 mètres de dénivelé, parce que sinon tu retournes pas en fait. Ouais. Oui, ok, ouais. Toi, t'as voulu remonter directement sur le cheval. Je sentais que ça tirait un peu de partout, mais que l'adrénaline ça allait. Ouais. Et c'est le lendemain quand j'ai appelé l'ostéo, je suis allé chez l'ostéo, il me dit t'es en vrac complet, mais sur le coup tu te dis mec, faut aller skier parce que moi je suis terreur quoi. Bien sûr. Faut passer le truc quoi. Ouais. Parce que c'était à quelle époque de l'année ça? Est-ce que la neige est forcément un peu plus lourde parce qu'elle aurait pu t'écraser complètement? En gros, souvent, ce qui se passe, c'est que jusqu'à mars, ça va. Après mars, en fait, c'est des avalanches de fond. C'est pas de la neige fraîche. En fait, il y a tout qui part. Ouais. Et souvent, c'est une avalanche qui va très doucement. Mais par contre, quand tu prends ça sur la tête, dessous, en fait, t'es même en bouillie dessous. Ça sert même pas d'aller. Ah ouais, c'est à ce point-là, quoi. Ouais. C'est de la neige qui est pleine de flotte, qui coule doucement, mais qui t'écrase. Il y a des histoires du PGHM où ils racontent qu'ils ont récupéré des gars qui étaient coupés en deux. Ouais. Et là, c'était à quelle période tu m'as dit? Moi, c'était en février, je crois. Ouais. C'est en février, ok. Donc ça allait encore un petit peu. C'était 2 semaines avant une course, impeccable. Et ton pote, il t'en a dit quoi? Parce qu'il a dû avoir super peur, quoi. Ouais, mon pote a bien flippé. Et après, il a eu du mal à descendre parce que vu que c'est tout parti, en fait, lui, il restait que de la glace en dessous. Ça lui faisait une marge de 80 à sauter, puis c'était un petit couloir. Et en fait, en gros, on était sur un petit couloir. Et ça a déclenché, enfin ça faisait un petit V comme ça, t'avais toute la face, mais nous ça faisait un petit V, en fait ça a déclenché vraiment sur toute la face, et lui où il était, ça faisait une marge de 80 en dessous de lui, et après de 80 cm, et après c'était que de la glace, que c'est parti en fait jusqu'à la glace en dessous, et du coup il galérait à descendre, il était pas bien. Puis c'est ce qu'il disait quand j'étais dans l'avalanche, j'ai pas entendu, mais lui me racontait après, il gueulait, il disait reste au-dessus comme ça. Et après on délirait avec ça, et j'étais là en mode, imagine, t'es là en train de nager, essayer de galérer, puis tu te retournes et tu fais ouais, après je fais quoi? C'est clair. On part en délire comme ça, un peu débile. En même temps, on t'avait appris, oui, de toute façon, t'avais tout le matériel, on t'avait dit qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai eu la chance en fait avec le groupe, le CAF, on a commencé en fait, on a été. Maintenant, de plus en plus, tu as des gens qui viennent au ski de rando, parce que c'est des gens qui ont fait du trail, qui habitent dans une région montagneuse, et en fait, ils vont s'acheter des skis de rando, puis ils vont en faire sur piste, et puis un jour, ils vont se dire ouais, il y en a qui vont à cette montagne-là, j'ai vu sur Strava, je vais sans avoir forcément de connaissance de la montagne. Et nous, la chance qu'on a eue, moi, dans le groupe dans lequel j'ai commencé, 3-4 fois par an, en fait, on avait des sorties avec des guides. Tu découpes la neige, tu fais un trou dans la neige, tu regardes les différentes couches, tu apprends ce que c'est que la nivologie, tu apprends à lire un BRA, tu apprends à surveiller les conditions, comment elles évoluent dans ton massif. Parce que, en fait, tu peux aller, cette fiche-là, tu vas demain, par exemple, j'ai skié en Chartreuse,
où j'ai skié, je sais pas, dans les écrins. Ça s'adapte J'arrive aussi, et je quoi. prends ce truc-là, mais en fait, je sais ce que ça a neigé là, mais je sais pas ce que ça a neigé en dessous il y a 2, 3, 4 semaines. Et potentiellement, tu as des couches fragiles qui datent d'il y a 4 semaines. Ouais. Donc, tu peux pas tout savoir non plus. Après, tu peux reprendre le bulletin de chaque jour et remonter en arrière pour tout regarder. Mais c'est pas ce que tu fais avant une sortie, tu vois. Bien Donc, sûr. l'avantage, c'est que quand tu es chez toi, ne serait-ce que de regarder un peu tous les jours ce qui se passe et que tu fais comme moi, tu vas skier tous les jours, tu vois ce qui est tombé, ce qui est frais, et ça te permet de limiter un peu le risque. T'as un historique un petit peu Ouais. dans la tête, quoi. Ouais, carrément. Ok. Carrément. Putain, c'est super intéressant. Putain, t'es chanceux quand même de sortir d'une avalanche. C'est quoi le risque Enfin, je veux dire, quand tu tombes dans une avalanche. Bah, t'y passes. Hein. Ouais, non, mais je me pose la question, je sais pas du tout. Tu cannes. Ouais. Normalement, tu cannes, quoi. Bah, là, moi, ça m'a recraché, donc non. Ouais. Mais tu peux. Là, c'est ce qu'on disait avec mon pote. Hein, l'avalanche, ça me traînait 20 mètres plus loin. En fait, ça faisait 20 mètres plus loin, ça faisait une cuvette. Ah oui, et du coup, c'est-à-dire que j'étais amené dans la cuvette et tout ce qui était derrière, ça me mettait dedans et j'étais en dessous. Après, mon pote, il s'est servir de ça, il s'est servir de ses équipements, mais c'est déjà arrivé que sur des petites avalanches, où ça part sur 10 d'épais, là c'est parti sur 80 d'épais, Ouais. sur 10 d'épais, où le mec en bas de la face, il est sous 2 mètres de neige, voire plus. Bah ouais. Donc là, autant t'es sous 5 mètres, quoi. Vache. Et ton pote avec sa petite pelle, c'est cool. Ouais, hein. Mais t'as le temps d'appeler le PG, qu'ils arrivent et machin. Des fois, ils arrivent à faire des secours et c'est génial. Où t'as de la chance, t'as une bulle d'air, t'as des histoires de ouf de rescapés. Hein. Ouais. Moi, je me suis senti disparaître sous la neige. Ça a duré quoi, 10 secondes, même pas. Ouais, 10 secondes, c'est beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup. Quand t'es dans le mouvement, que t'es comme ça, en train de nager, machin, 10 secondes, c'est pas beaucoup. Hein. Ok, intéressant. Ouais. Donc, toi, tu faisais du ski alpinisme. Tu faisais du trail à côté, c'était tes entraînements finalement quand tu étais jeune. Enfin, c'était les deux en fait, j'ai toujours fait les 2 saisons, mettre les 2 SAR sur les 2 saisons. Là, ça faisait 3 ans que je m'étais un peu plus concentré justement sur le ski alpin, mis un peu de côté le trail. Et là, j'ai envie de revenir justement sur le trail et d'aller sur du plus long en trail. Je pense que c'est une histoire de motivation, de qu'est-ce qui te donne envie et qui te fait le plus vibrer. En ce moment-là ? Ouais, carrément, pour l'année à venir. Okay. Je sais que je vais faire tout le circuit de Coupe du Monde encore cette année en ski de rando, mais j'ai quelques envie d'aller sur des courses plus longues que ce que je faisais en course à pied. D'accord. On va refaire ton parcours depuis le bac. Donc toi, tu as fait un bac. Ouais. Tu as fait ensuite sport-études. Ouais, un DUT mesures physiques en sport-études. Après, j'ai pris une année sabbatique pour remplacer mon père dans l'entreprise familiale qui s'est fait opérer d'une hanche. Et après, j'ai fait parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Et je commençais... pendant ce DUT, c'est là où j'ai intégré en fait l'équipe de France en ski de rando et la team Salomon en trail. Et du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et après cette année sabbatique, je me suis dit, ce serait quand même pas mal de faire une licence. Du coup, j'avais fait une licence commerce en 2 ans en ski-études. On avait cours que de mai à juin. Et tu faisais ta licence en 2 ans. Et après, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne. Comment ça s'est passé pour toi d'arriver en pro plus ou moins en ayant des sponsors et en arrivant dans les équipes quoi, équipe de France. Ouais, en fait ça s'est fait on va dire que ça s'est fait petit à petit dans le sens où quand j'ai commencé à l'époque chez Salomon, donc j'avais 20 ans. En fait, t'as tout le matos que tu veux, tes dossards ils sont payés sur les courses, puis t'as un petit financier, puis après ça tu trouves un autre partenaire, un petit financier, et du coup c'est venu petit à petit. C'est pas Gédéon il a signé un contrat chez Chelsea, il passe de rien à 10 millions par mois, et en fait mais c'est venu vraiment petit à petit. Du coup en fait t'apprends à gérer le truc, et avant l'été je bossais avec mon père, tu bossais à droite à gauche, et puis un jour en fait tu te rends compte que t'as suffisamment pour vivre, et tu dis en fait je vis de mon sport. Ça a été dur de l'accepter, parce qu'aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un te demande ce que tu fais, tu dis t'es sportif, ils vont te demander si t'es coach, ils vont te demander ce que tu fais, tu dis non je suis athlète, mais c'est pas un métier, tu gagnes comment ta vie, c'est parce que vu que t'es pas footballeur ou t'es pas un truc qui est connu, en fait c'est pas un métier. Et ça a été hyper dur pour moi de ok je suis sportif, je l'assume et je le vis pleinement quoi. C'est intéressant parce que tu vois toutes les personnes qui font des métiers artistiques par exemple, ils ont complètement le même discours quoi. C'est que le mec, t'as des gars qui vont pas se dire qu'ils sont artistes, alors que le gars, ça autant il vend pour 5 000 € de toile par mois, mais il ose pas l'admettre parce que il a peur du jugement des gens quoi. Tu penses que c'est une méconnaissance, est-ce que ça représente une certaine peur chez les gens de savoir que toi tu fais un truc un peu exceptionnel où tu vis ta passion? Quand c'est ton entourage, c'est de la peur, parce qu'ils ont peur que tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins et à vivre. Et les autres personnes, des fois, c'est de la jalousie. Je pense qu'il y a une petite part de jalousie, mine de rien.
Et d'autres c'est vraiment de la méconnaissance et ils comprennent pas comment tu peux gagner de l'argent en faisant ça, quoi. Mais pour la famille et l'entourage, je pense que c'est plus de la peur. Ils se disent ouais, mais demain il se casse un genou, il a plus de partenaire, plus de sponsor, il fait quoi? Ouais, oui, parce qu'il n'y a pas le petit parachute du CDI qui te. T'as rien du tout. Ouais, t'as rien du tout. T'as rien du tout. Ouais. Il y a même t'as des clauses dans certains contrats. Si t'es blessé depuis plus de 3 mois, le contrat il peut sauter. Ah la vache. Ouais. Ok. Ouais. Et si tu dis ça, va dire ça à un mec qui bosse dans une boîte. Si t'es en arrêt de travail plus de 3 mois et t'es viré de la boîte, t'es plus payé. Les gens ils hallucineraient. Mais en fait c'est la réalité de quand tu fais du sport aujourd'hui. Ouais. Ok. Et c'est intéressant parce que ça, tu te l'es intégré assez rapidement et tu t'es dit, je veux bien vivre avec ce risque-là. Ouais, carrément. Ou t'y penses pas trop finalement? Si t'y penses, il y a des années où c'est un truc qui m'a mis une énorme pression, où du coup t'es à la quête du résultat et un peu en fait, moins dans le plaisir peut-être. Bah tu finis par te perdre. Ouais. Moi je sais qu'une année j'étais dans la quête du résultat de ouf, ça a marché et en fait derrière tu te rends compte que ça change rien et du coup après tu te mets une pression. J'ai acheté une maison, tu te mets une pression de ouf à te dire bah si mes sponsors me lâchent, je peux pas payer mon prêt machin et tu commences à tourner dans une boucle de en fait je fais ça pour rentrer des thunes et en fait non. Ouais. Et tu perds le plaisir et quand tu perds le plaisir tu perds direct la performance, mais direct. Ok. Ouais. Comment tu fais pour garder le plaisir alors? Bah en fait je me dis j'ai trop de chance. Là demain je vais me lever par exemple, je sais que je vais en station pour aller m'entraîner pour skier parce que la saison elle a redébuté. Mais en fait, demain, je me lève, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Je suis mon propre patron, je fais ce que je veux. Ouais. Par contre, si je fous rien pendant une année, les sponsors, ils vont me dire ciao mon gars, quoi. Ouais. Mais si j'ai envie de rien faire demain, je fais rien demain. Si demain, j'ai envie d'aller au sommet de cette montagne, j'irai au sommet de celle-là. Puis si c'est celle-là, ce sera celle-là. C'est ce côté de liberté et tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Même si de plus en plus aujourd'hui, tu as des courses qui sont un petit peu imposées, que ce soit par les partenaires ou par la notoriété des courses qu'elles ont. Ouais. Mais c'est comme ça, tu vois. Après, le fait que ces courses soient plutôt imposées, c'est des courses où tu vas retrouver les gars de chaque marque, tu vas retrouver de la densité. Et quand tu fais de la compète, t'aimes quand même ça, tu vois. Bah oui, c'est ça, tu vas te mesurer aux autres. Tu veux te confronter, carrément. T'as quand même travaillé un petit peu dans une boîte chez ton père qui faisait du reblochon, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il était affineur de reblochon. Ouais. Ok. C'était un reblochon qui était connu, c'est ce que tu me disais ou Non, en fait, c'est qu'il y a... quand tu parles reblochon, tu dis Pocha direct, les gens voient ce que c'est. Mais il y a une pub à la télé où c'est Pocha et fils, ça c'était pas mon père, ça remonte à mon arrière-grand-père, c'est de la famille éloignée. Ah, c'est de la famille éloignée, ouais. Mais c'est le... D'accord. Ouais. Okay. Et mon père, c'était juste Pocha tout court, qui était affineur, mais il vendait du reblochon en France entière. Et il restait pas beaucoup d'affineurs en France. Donc, le reblochon, de toute façon, c'est que à cette région, hein, de toute façon. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé de travailler justement dans... Parce que t'as pas dans l'entreprise familiale. Ouais. En vrai, c'était vraiment cool. Et c'était intéressant et tout. Et je me suis vraiment posé la question de est-ce que je reprends l'entreprise familiale ou est-ce que je vais me donner tous les moyens de faire du sport et de vivre de mon sport qui est ma passion. Et c'est sûr qu'en reprenant l'affaire de mon père, j'aurais pu faire quelque chose et bosser, gagner très bien ma vie. Mais d'un autre côté, c'était pas moi, c'était pas qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'étais gamin. C'est faire du sport, aimer être dehors et c'est ça qui me plaisait plus. Et mon grand-père disait toujours à mon père, fais pas ce métier avec moi, c'est un métier de con, fais pas ça. Ah ouais? Ah ouais, même ton grand-père disait ça. À l'époque, mon père et mon grand-père, ils faisaient 6h, 20h, 6 jours par semaine. Oh. Ah, tu gagnes bien ta vie. Hein. Ah ouais, mais bon, t'as pas de vie, quoi. Mais tu bosses comme un zinzin, quoi, comme un malade. Ouais. Et ton père, il t'en a voulu de pas reprendre ou non, il a compris? Non, il a compris que justement que je faisais mon choix et je pense qu'il a eu un peu peur à une période de se dire est-ce que tu peux vivre de ça? Ouais. Mais à partir du moment où il a vu que j'étais heureux, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Ouais. Mon père, il fait toujours pas mal de musique et en fait, il a quand même compris ça que, tu vois, quand il pouvait pas faire forcément ce qu'il voulait pour la musique, je sais qu'il a déjà joué, tu vois, à l'Olympia à Paris quand il était plus jeune. Il a joué à l'Olympia? Ouais. Il est là, maintenant, il est dans un groupe de country. L'an passé, il y a 2 ans, ils sont allés jouer au Texas. Excellent. Ouais, il s'éclate, tu vois, c'est son trip. Et pour lui, la musique, il comprend très bien que c'est moi le sport. Et du coup, j'ai cette chance qu'il ait eu ce truc-là et qu'il comprenne, quoi. Et qu'il me dise pas, non, tu reprends l'entreprise familiale et c'est comme ça, quoi. Ouais, carrément.
Et ta mère, elle fait quoi comme métier Et ma mère, elle bossait avec mon père avant, puis après, ils ont divorcé, ils se sont séparés. Maintenant, elle bosse dans une recyclerie où ils récupèrent. Les gens donnent des choses qui se débarrassent, eux, ils en trient une grande partie. Il y a une partie qui part à la Croix-Rouge et d'autres assos, et il y a une autre partie qui est vendue. Elle bosse pour une asso, quoi. D'accord. J'ai lu qu'il y a eu quelques moments où tu t'es blessé assez fortement. Je crois que c'était en 2015 en premier. J'avais lu quelque chose comme ça. Il n'y avait pas en 2015 ? Non, peut-être que je me trompe. Peut-être 2015. Ouais, c'est possible. Ouais, je me suis blessé quand même pas mal de fois. Ouais. En fait, l'enchaînement des saisons, quand je faisais les 2 saisons à bloc, trail et ski, souvent je me pétais, quoi. Parce que t'es fatigué. Après, vu que j'ai commencé assez tard, j'ai fait beaucoup de conneries au niveau de l'entraînement et à te blesser bêtement. Si je pouvais retourner 10 ans en arrière et me donner un conseil, je me dirais, mec, en fait, prends le temps, écoute-toi. Tu deviendras performant, il faut juste prendre le temps de t'écouter et pas aller trop vite. Bon, ça vient avec la maturité, finalement. Ouais, carrément. Ouais. Mais vouloir trop tout faire, être à droite, à gauche, tout le temps à fond. Il y a des années où je mettais 45-50 dossards à l'année. Ça fait presque une course par week-end. Ouais. Une course par week-end. Ouais. Les premières années jeunes. En trail et en ski alpin. Ouais, carrément. Ouais. Souvent genre, à l'époque, sur le circuit de Coupe du Monde, en ski alpin, en fait, des fois, on avait 3 courses qui s'enchaînaient en fait, en 4 jours. Donc, ça fait vite... 50 par ça va année. Vite. Ouais, ça va vite. Comment tu les as vécues, ces blessures ? Sur le moment, c'est toujours frustrant de ouf. Tu te réveilles le matin chez toi, t'as une jambe qui est explosée, t'as une cheville qui est en vrac. Tu pleures, t'es frustré, t'es dégoûté, quoi. Et en fait, avec le recul, tu grandis. En fait, tu comprends qu'il n'y a jamais rien sans rien, quoi. Moi, à mes 20 ans, je me blesse. Du coup, je me retrouve. Je fais Noël, le Nouvel An et mes 20 ans, vu que je suis de début d'année, en centre de rééduc. C'était au début où je commençais à marcher un peu en ski, où je me disais, je vais peut-être avoir mes chances de rentrer en équipe de France et tout. Et là, tu te dis, mec, pas d'hiver. Donc, ton rêve de rentrer en équipe, d'être sûr d'être en équipe, faire toute une saison de Coupe du Monde, c'est mort. Et du coup, je me dis, ça serait cool de trouver un objectif. Et du coup, en trail, il y avait un challenge Over the Mountain, qui était, c'est Salomon qui faisait ça à l'époque. Et si tu gagnais en catégorie sport, tu rentrais chez Salomon. Et du coup, j'ai fait ça cet été-là et je suis rentré chez Salomon. Sans m'exploser cette cheville, j'aurais peut-être pas fait ce challenge-là. Je serais peut-être rentré plus tôt en équipe de France, mais j'aurais fait 2 ans et j'aurais arrêté, quoi. Ouais. Et là, du coup, je suis rentré chez Salomon, j'ai fait 6 ans chez eux et j'ai vécu des trucs de ouf. Je suis allé à l'étranger, j'ai fait des courses loin. Et du coup, tu te dis, en fait, cette blessure, elle était peut-être trop bien, quoi. Faut le voir comme ça, ouais, c'était quelque chose de positif, finalement. Est-ce que tu avais d'autres amis qui étaient sponsorisés, qui faisaient du sport à haut niveau ? En fait, tu t'en fais à partir du moment où tu commences à fréquenter, vu que c'est des petits milieux, et c'était encore plus des petits milieux quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et après, en fait, tu connais tout le monde. Ouais, j'imagine. Ouais. En fait, c'est ça qui est énorme, c'est que les grandes stars que tu voyais quand tu étais jeune, qu'au tout début, après, tu finis par t'entraîner avec. Et puis, il y en a, ça devient des super copains. D'autres, tu les vois juste de temps en temps. Mais tout le monde se connaît et c'est ça qui est chouette. Ouais. Ok. Quel a été le meilleur souvenir chez Salomon je pense le plus sympa, il y a 2 années, on est parti un coup au Népal, un coup en Afrique du Sud pour des courses. Même, ouais. Et tu fais une semaine là-bas et c'est mon délire. Ouais. Tu dis, tu vas à l'autre bout du monde pour courir. J'avoue. C'est cool, quoi. C'est plutôt pas mal. Ouais. Mais est-ce que le climat, c'est pas, ça joue quand même sur tes performances ou vu que tu entraînes quand même à la montagne où tu es en altitude, il peut faire chaud. Par exemple, demain, je vais faire. Là, on est cette période de l'année, tu cours là, en ce moment, il fait 10 degrés la journée. Puis tu vas faire un 40 bornes au Maroc où il fait 40, tu prends tarif. Faut t'adapter. Faut t'adapter en fait aux conditions. Le mieux, c'est de préparer en gros ta course en fonction de là où tu vas. Du terrain où tu vas, de la météo où tu vas. Ouais, carrément. Est-ce que tu es suivi par un coach ? Ouais, carrément. Ouais. J'ai un coach, Léo Viret, qui s'occupe de toute la planif et tout, et c'est le coach de l'équipe de France aussi. De quoi ? De trail ? De ski alpi. Ski alpi, ouais. Avec Thibaut qu'on a vu aussi. Même coach, ouais. Ok, c'est le même coach. Et Léo, à côté de ça, j'ai Patrice Pasquier qui fait la prep physique, qui fait aussi la prep physique à Thibaut. D'accord. Je l'ai rencontré il y a 5 ans maintenant, Patrice, et du coup maintenant il s'occupe aussi de Thib. Nice. Et puis après, il y a Fabien Dupuis pour la prep mentale, qui bosse aussi des fois avec Thib. C'est des petits milieux. Hein.
Ouais. Et puis en ce moment, je bosse avec un pote avec qui j'étais à l'UT pour le côté un peu nutrition, pour essayer de voir si je mange Intéressant suffisamment. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que je veux passer sur du plus long en course à pied, je pense qu'il faut faire gaffe à pas être trop affûté, quoi. Ouais. Sinon tu te blesses. Ouais. Et c'est essayer de comprendre comment tu peux apporter à manger dans les assez bonnes quantités. Souvent les gens ils se disent bah, tu bosses avec un nutritionniste, tu veux perdre du poids et tout. Non, pas du tout. Je veux juste manger suffisamment en fait. Et parce que vu que tu fais tu vois, l'hiver, tu peux skier, tu peux faire 3000 mètres de dénivelé par jour tous les jours pendant une semaine si t'as envie. Mais du coup, prendre des calories. Hein. Ah ouais. Faut bouffer ce qu'il faut pour que ça suive derrière, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Si tu veux tenir la saison. Ouais. T'as de la préparation mentale. Est-ce que ça a été là depuis le début de ta carrière ou c'est arrivé il y a pas longtemps? Non, c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Je pense il y a 4 ans. 4 ans. Ouais. Et en fait, dire que c'est de la prépa mentale, c'est faux entre guillemets parce que c'est plus de la psy que de la prépa mentale. C'est juste, c'est le sportif se dédouane en disant je veux voir un préparateur mental, mais en fait c'est pour moi, Fab, ce qu'on fait, c'est un coach, c'est plus un coach de vie que de la prépa mentale. En fait, il m'apprend à être et à prendre conscience que prendre de la hauteur sur les choses et tout, que je suis bien dans ma vie. Une fois que t'es bien dans ta vie, t'es bien dans tes pompes, t'es bien dans ton sport. Et c'est pas t'essayes d'être bien dans ton sport avant d'être bien dans ta vie, quoi. C'est un tout. C'est un tout, ouais. Et depuis que j'ai commencé, j'ai mûri peut-être de 20 ans en 4-5 ans. Ouais. T'as vu la différence? C'est un truc de malade. Quelles sont les caractéristiques de ces différences avant et après la prépa mentale? Vachement moins impulsif. J'arrive à prendre beaucoup plus de hauteur sur les choses et à analyser, mieux comprendre ce qui se passe. Ouais. Moins foncé, quoi, en fait. Ok. Et puis et peut-être t'es peut-être un peu moins dans l'action et tout le temps, mais un peu plus réfléchi et tu kiffes un peu plus de manière générale la vie, quoi. Ouais. La vie est belle, quoi. La vie est belle. Aujourd'hui, je fais du sport. Je sais pas si ça va durer encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, voilà, je vis du sport aujourd'hui. Je kiffe et on verra après, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur la diététique, du coup, sur la nutrition dernièrement? Je mange. Moi, j'aime bien faire l'apéro. Avec ma copine, on boit une bière tous les soirs, on mange un petit paquet de chips en faisant un jeu de société. Donc ça, c'est quand tu fais du sport de haut niveau, c'est le truc qui marche pas, mais bon, je le savais déjà. Mais je pensais pas que c'était délétère à ce point-là. Du coup, je vais essayer de calmer un petit peu. Je me disais, si c'est qu'une bière, c'est tous les soirs, mais c'est juste une bière, ça va. En fait, non, c'est pas ouf. Et après, je pense que je mange pas assez de protéines. Je mange beaucoup de fromage, mais pas énormément de viande. Je suis pas un gros viandard, quoi. Et du coup, en fin de compte, ton apport de protéines, il n'est pas suffisant. Ouais, carrément. Ouais. Surtout quand tu fais un sport comme ça qui t'assèche autant, quoi. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe et c'est intéressant. Après, je le vois vraiment dans un sens où en fait, j'envoie ce que je mange à mon pote et il m'explique. C'est pas, il me fait un plan et tu pèses ce que tu manges et il te dit tu manges ça. Et puis, je sais que dans 72 heures, je vais manger 4 carreaux de chocolat et 2 grains de céleri, quoi. Je fais ma bouffe comme je veux, il me dit ce serait mieux que tu rajoutes un peu ça. D'accord. Il te fait ça pendant une semaine par-ci par-là et puis tu comprends. Le but, c'est d'assimiler, de comprendre. Ouais. Quelle a été la première course que tu as gagnée en trail ou en ski alpinisme? Quel souvenir t'as de ça, de cette première victoire? Je sais pas de la première grosse victoire où tu t'étais mis un peu la pression et puis c'était important. La première course où je me rappelle avoir gagné, c'est cette fameuse montée de la Tournette. Ouais. Où tu te dis c'était la course que je faisais avec mon grand-père. J'étais le plus jeune, c'était le plus vieux. Et là il y a l'émotion derrière, il y a un truc parce que c'est la course chez toi. Et en fait cette course, il y a un paquet de monde qui est passé dessus et du coup ton chrono en fait tu peux le comparer. Et là le chrono il parlait et tu te dis c'est cool, quoi. Ouais. La course je crois c'est 10 km pour 2000 mètres de dénivelé et depuis je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 fois sous les 1h30 même 1h26, tu vois. Donc c'est ceux qui regardent un peu les mètres de dénivelé, ils verront que c'est quand même rapide, quoi. Okay. Et du coup c'est un truc. Parce que en fait c'est toujours pareil, t'as une émotion derrière et il y a quelque chose, quoi. La course elle est chez toi, il y a un truc, historique, surtout avec ton grand-père aussi où carrément. Puis c'est la course où t'as débuté, il y a une histoire, quoi. Ouais. En fin de compte
Tu vois, ça, c'est peut-être pas la plus grande course, mais c'est peut-être la seule course que je me rappellerai avoir gagnée, quoi. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des émotions, il y a des émotions derrière. Ouais, je vois. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre le ski alpinisme et le trail? Est-ce que ça change d'année en année, j'imagine ou Ouais, ça change un peu dans la perception que tu as pour éviter des blessures ou des petites conneries sur la prépa. Après, je pense que la transition en fait, du trail au ski se fait hyper bien. C'est trop trail cool. au ski, ok. Ça, il n'y a pas de problème, tu finis l'été, tu passes d'un sport où il y avait des chocs, où tu as mal aux genoux, où tu as des petits bobos un peu de partout, à un truc qui est porté, où c'est génial, où tu peux plus t'entraîner, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu passes du ski au trail, c'est la misère. Ok. T'as les pieds, en gros, t'as les chevilles qui ont été dans les chaussures de ski, qui n'ont pas bougé, qui sont pas stables. Donc t'as vite fait de te faire une entorse. Ouais. Tu sors du ski, t'as été lesté, t'as eu du poids au pied toute la saison. Du coup, quand tu vas courir, t'es en forme, tu voles comme jamais. Ouais. T'as l'impression, mais les chevilles sont pas. Les chevilles sont pas prêtes et en fait, musculairement, t'es pas du tout prêt aux impacts et tu prends vraiment tarif. Et là, ce que j'ai fait depuis l'an passé, en fait, j'ai acheté un tapis de course et je garde quelques petits footings justement tout l'hiver pour que la reprise se passe vraiment mieux. Sinon, moi, j'ai 30 ans, mais je faisais à chaque reprise de la synovie dans les genoux. Tu fais du jus dans les genoux, t'as mal aux genoux, alors que t'as couru 6-7 km, quoi. Ouais, de la synovie. La synovie. Ouais. Par rapport à la reprise, le fait de pas courir en fait pendant une trop longue période. Ça le fait pour tout le monde ou c'est seulement si. Ça arrive à des gens, alors que j'ai les genoux qui sont en bon état. Hein. Ouais. J'ai passé des examens, il y a pas de problème. Mais c'est le fait de pas mettre de choc pendant longtemps, musculairement, t'es plus prêt. Et en fait, quand tu rattaques, souvent c'est que je rattaquais trop vite, vu que tu sors, t'es en forme, t'as eu du poids au pied. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un facteur quasi 10 pour le poids que t'as au pied, comme si ce que t'avais dans le sac. Donc par exemple, t'as des skis qui font 100 grammes. X 10, c'est comme si tu avais 1 kg dans le sac en plus par rapport à l'été. Et du coup, ce qui fait que l'été, quand tu rattaques, en fait, tu es vraiment en forme et tu arrives à aller très vite en montée, tu as envie de courir de tous les côtés à fond. Sauf que musculairement, ton corps n'est plus habitué aux impacts et aux chocs de la course à pied. Okay. Et donc, c'est les articulations qui prennent. Et à ce moment-là, vu que les articulations prennent, tu peux faire un peu de synovie et ramasser, quoi. Si on fait un zoom sur le ski alpinisme, toi, quelle est ta spécialité ? Je pense que c'est la spécialité où j'ai les meilleurs résultats, quoi, où je tourne le mieux, c'est en vertical race. C'est en gros, c'est un départ en ligne tous ensemble, ou ça peut être en contre-la-montre. Et c'est le premier arrivé en haut. Premier arrivé en haut, ouais. Donc Et c'est une montée sur piste, souvent entre 800 et 450 mètres de dénivelé. D'accord. Ouais. Donc tu pars soit en ski, soit à pied. Tout le temps à ski. Tout le temps à ski. Ouais. Ensuite t'enlèves les skis. Non, on n'enlève pas les skis, on n'enlève pas les pots. C'est vraiment, tu pars avec les skis et les pots au pied et c'est le premier arrivé en haut. Avec les skis. Avec les skis et les pots au pied. Ouais. Okay. Tu changes rien. Ok. Ouais. Tu changes rien. C'est pas la même chose que le sprint. Non, le sprint. En gros, le sprint, c'est l'autre discipline que je fais, c'est l'individuel. C'est plusieurs montées, plusieurs descentes. Avec des fois, t'as des portages avec les skis sur le sac. Clairement, il pourrait y avoir une individuelle derrière nous où tu montes cette montagne, tu descends derrière, tu montes. Et souvent, les formats Coupe du Monde font entre 1500 et 1800 mètres de dénivelé. D'accord. Et le sprint, c'est un format mini, en gros, on va dire de ça, qui fait 100 mètres de dénivelé. Où au départ, t'es tout seul, t'as un tour de qualif. Tu pars avec tes skis au pied, tu mets les skis sur le sac, tu fais un petit portage, tu remets les skis au pied, tu montes un peu, tu défoques, tu descends, il y a quelques portes de slalom, okay. Et c'est fini. D'accord. Et ça, t'as les quarts, et après, c'est par 6, et t'as les qualifs, pardon, et après, c'est par 6, t'as quart, demi et finale. Sur le ski alpinisme, là, tu vas arriver dans les phases de Coupe du Monde, c'est ça, non ? Ou ouais, c'est déjà là, en ce moment. En ce moment, c'est la préparation plus. C'est la préparation. Il y a pas de course encore. La première Coupe du Monde cette année, c'est fin novembre, mais il y a qu'un sprint et un relais, ce que je fais pas. Ce que tu fais pas. Et du coup, moi, la préparation, je la reprends de manière plus tardive que les athlètes qui préparent le sprint. D'accord. Ma première Coupe du Monde, ça sera du côté de Courchevel, en France, mi-janvier. Et t'en as fait plusieurs des Coupes du Monde, du coup, toutes les années, tu les fais, ouais. Ouais. Paquet, ouais. Okay. Je saurais pas te dire combien, mais beaucoup. Ouais, t'en as fait beaucoup, ok. T'as déjà eu quelques médailles ou des choses comme ça ? Le mieux que j'ai fait, c'est en championnat du monde. Ouais. Pas en Coupe du Monde, en championnat, j'ai fait une 3e place. Médaille de bronze. Ouais. Ok. Tu peux nous en parler un peu de cette course C'était une vertical race en Espagne. Et ce jour-là, tout était aligné. Donc c'est bien passé. Hein. Qui était le premier sur ce Le premier, Rémi Bonnet.
un Suisse qui gagne souvent beaucoup tout le temps. D'accord. Et puis deuxième, un Belge, Maximilien Drillon, qui aussi tourne fort en vertical. Ok. Ouais. Tu m'as dit que tu voulais un peu plus porter ton attention sur le trail là en ce moment. Ouais, carrément. Ouais. Changer un petit peu. En gros, ces dernières années, je me suis concentré un petit peu plus sur le ski. Et en fait, j'ai envie, ça fait plusieurs années où je me suis concentré, je me suis mis à fond sur la verticale. C'était il y a 2 ans, cette médaille aux mondiaux, justement. Et depuis, j'en ai pas refait. J'avais misé beaucoup sur les mondiaux de l'an passé je voulais refaire une médaille absolument. Et puis, ça a pas marché. Et en fait, je me suis rendu compte que ces 2 dernières années, j'ai un peu perdu la motivation profonde de ce que j'aime faire. Et en fait, ce que j'aime faire, c'est des grandes bambées en montagne, que ça soit l'été ou l'hiver. Et avec le trail, ça s'y prête un peu plus facilement de faire des courses, des trucs un peu plus longs. Et du coup, c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus longs que ce que j'ai l'habitude de faire, avec déjà quelques objectifs dans les coins de ma tête. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus ou tu carrément. Pour toi, le but, ça va être d'aller sur le 90 km du marathon du Mont Blanc. Ok. Il y a 6 000 mètres de dénivelé, il fait 98 bornes. C'est l'UTMB ça ou c'est Non. J'ai pas compris. Non, c'est marathon du Mont Blanc. Marathon du Mont Blanc. Ok. C'est fin juin. C'est pas du tout un marathon si ça fait 90 km. Ouais, c'est l'événement, c'est le marathon du Mont Blanc. D'accord. C'est les 90 du marathon du Mont Blanc. Ouais. D'accord. Et ça, c'est pendant l'UTMB. Non, ça c'est fin juin et l'UTMB c'est septembre. Ouais. D'accord. Ouais. Et l'UTMB, on verra si ça se passe bien. Pourquoi pas faire une des courses de l'UTMB. Ok. Mais ce sera pas l'UTMB. T'en as déjà fait des courses d'UTMB Non, je devais faire l'OCC qui est le 50 l'an passé. L'an passé cet été là. Et j'ai eu un souci à un pied qui a fait que du coup ça n'a pas fait. D'accord. Ouais. Quelle a été la course la plus longue que tu as faite J'avais fait un truc à Serre-Chevalier il y a une dizaine d'années presque. Un 50 bornes. 50 bornes. Ouais, et cette année j'ai refait un 44. 44. Ouais. Ok. T'as déjà fait des marathons à plat ou À plat sur goudron non, jamais, non. Jamais. Non. Par contre, format marathon montagne avec plus de 2000 de niveau, un paquet. Ouais. Ok. C'est ce que tu préfères. Ouais, carrément. Et puis, j'arriverais pas du tout à être performant sur un marathon sur route. Musculairement, je suis pas du tout prêt. Je ramasserais beaucoup trop. Ouais, tu préfères les trucs techniques que le plat. Ouais, carrément. Ok. Ouais. Pourquoi tu préfères ça? Enfin, dans quel... C'est quoi qui est plus sympa, une route ou... Ouais. Après, c'est mon avis. Hein. En même temps, c'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. Je dis ça en déconnant, mais c'est mon avis, c'est ma pratiquer comme ça et c'est ce que j'aime. Après, je comprends parfaitement le mec même qui fait que de la piste, qui va faire du 800 mètres, des tours de piste. T'as ce côté compète, t'as ce côté entraînement perf. C'est ce que je fais l'hiver avec la Vertical Race, où jusqu'à présent je faisais pas mal de kilomètres verticaux l'été. Si tu fais 1000 mètres de dénivelé, faut que ça fasse moins de kilomètres pour que ça s'appelle kilomètre vertical. Et c'est là où t'as de la perf, t'as un truc concret, c'est toujours pareil. Et ça, c'est stylé, je comprends vraiment. Ouais. Après, ce côté montagne, paysage, c'est quand même cool, quoi. Quand tu vois que ton terrain d'entraînement, un jour ça peut être là, le lendemain là-bas, là. Ouais. Mais pour autant, il y a des fois où je vais courir sur un stade une fois tous les 10 jours pour essayer de progresser à plat parce que tu as besoin de ça. Oui, aujourd'hui, la densité, ces dernières années, la densité a vraiment augmenté dans le trail. Ouais. Et tu es obligé d'aller à la salle, faire de la muscu, un truc que les mecs faisaient pas avant. Ils enchaînaient juste les courses, ils se baladaient en montagne, ils avaient fait l'entraînement. Maintenant, c'est ça. Ça s'est professionnalisé. Ouais, carrément. T'as un paquet d'athlètes qui sont pros maintenant. Ok, on peut en parler parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques années que le trail devient une espèce de sport référence. Est-ce que c'est venu après le Covid un petit peu ou peut-être un petit peu avant? Non, avant, ouais. Parce que toi, ça fait 10 ans que tu en fais. Ouais, non, je pense bien avant le Covid. Le ski de rando a eu un élan avec le Covid, car les stations étaient fermées. Il y a plein de gens qui sont obligés de faire ça. Qui se sont mis à faire du ski de rando. Le trail depuis avant. Et de plus en plus maintenant, les marques poussent à l'urban trail, à essayer de toucher les villes. Et... Parce qu'en fin de compte, avant, le trail, c'était aller en montagne, machin. Mais en fait, tu prends des baskets, tu vas courir, si t'es à Paris, tu vas courir, je sais pas, au bois de Boulogne, c'est du trail. Ouais, en fait, à partir du moment où tu cours dans un sentier, et même si tu cours sur de la route, tu peux dire que c'est du trail. Ouais. C'est juste en fait les gens ont quand même vachement plus envie de faire du sport aujourd'hui et de profiter, quoi. Oui, je pense simplement. C'est plus lié à ça, puis ça reste quelque chose, si t'as envie, qui est accessible. Je dis si t'as envie. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut être équipé de la tête aux pieds avec la dernière montre, les lunettes connectées, le machin, le truc. Et ça coûte cher. Et les inscriptions aux courses sont de plus en plus chères.
Des fois, tu as des circuits où il faut se qualifier, il faut faire X courses avant pour pouvoir espérer être sélectionné. Et donc, tu as un gros business autour de ça et ça coûte assez cher. Mais sur le papier, à partir du moment où tu as un slip et une paire de baskets, tu peux faire du trail, quoi. C'est sûr. Ouais. Est-ce que ça t'aide beaucoup justement d'avoir tous ces équipements, la montre, etc. Parce que toi tu le fais au niveau professionnel, mais la montre carrément pour t'entraîner, regarder ce que tu fais a posteriori, c'est sûr que la montre et le cardio c'est intéressant pour analyser, pour comprendre, c'est sûr que c'est cool. Après il faut que ça soit dans... Le souci c'est qu'aujourd'hui avec une plateforme comme Strava, les gens sont tout le temps en train de se comparer. Et genre, moi j'ai des copains qui font pas du tout de sport, qui sont à Paris, c'est des copains d'enfance qui ont jamais fait de sport et tout. Et mon pote me dit qu'il a honte de mettre un truc sur Strava quand il fait moins de 8 km. Alors qu'il fait un footing par semaine. 8 km à pied, 8 km en distance, ouais. Et parce que ça fait moins, parce que c'est un petit truc et que sur Strava, les gens mettent que des gros trucs. Parce que c'est devenu un concours de qui fait le truc le plus long. Ouais. C'est exactement ça. Et mon pote, il me dit qu'il a honte, qu'il ose pas mettre, machin. Et quand il va courir, il se force à courir à minimum à 12 ou 13 km/h pour pas être trop lent. 12 ou 13 km/h. Ouais, non, mais il court à bloc, il se met de la misère à plat. Ouais. Et je lui dis, mais gars, en fait, tu le fais pour toi. On s'en fout de Strava. Ouais. Et en fait, c'est le souci, c'est que c'est la société d'aujourd'hui où on se regarde et on se compare en permanence. Et ça, c'est dommage quand même. Parce que moi, si je regarde mes moyennes au kilo sur des sorties ou sur... des fois, je vais à 2 à l'heure, quoi. Des fois, je vais juste me balader tranquille et c'est pas grave. Puis, est-ce qu'il faut pas être aussi... c'est ce que j'avais entendu, pour faire des longues distances, il faut pas être quand même à 70% de ce que tu fais tout le temps 50, pour pouvoir... Ouais, 50 ouais. Ok. Ouais. De tes capacités non, mais tu forces totales, pas du tout. Faut pas forcer pour pouvoir faire des grosses courses. Mais le souci, c'est que... En fait, c'est devenu un concours de... Pour les gens aujourd'hui, si tu fais du trail, t'as forcément fait l'UTMB, t'as forcément fait des 100 km, En fait, tu peux faire, je sais pas, de toute ta vie, tu peux faire une carrière et faire que des kilomètres verticaux, c'est une demi-heure de course. Mais combien de mecs sont capables de faire un kilomètre vertical en moins de 35 minutes, même 32 ? Combien ? Mais c'est comme combien sont capables de faire l'UTMB en moins de 20 heures. Ouais. Mais sauf que pour les gens, ils vont se dire, c'est plus impressionnant, l'UTMB, le mec qui fait moins de 30 minutes au KV, il s'entraîne pareil que le mec qui fait de moins de 20 heures à l'UTMB. Hein. Ouais. Les deux, ils sont à la tête professionnelle, les deux, ils s'entraînent comme des zinzins et l'un sera pas forcément... L'un n'est sûrement pas capable de faire ce que l'autre fait. Ouais. C'est juste que vu que c'est quelque chose d'impressionnant et que les gens... mais c'est génial de te dire demain, tu peux t'inscrire à une course, tu fais la même course que les élites et ton objectif, c'est de finir. C'est génial comme objectif. Ouais. Parce que souvent, dès que tu fais une compétition, ton objectif, ça va être le temps, ça va être la place. Là, ton objectif, c'est de finir tellement c'est dur. Ouais. Tu vois ? Et du coup, tu comprends l'engouement qu'il y a derrière et pourquoi c'est autant génial. Mais des fois, les gens, à vouloir faire toujours plus long ou la course la plus connue, ils oublient les petites courses de village que tu peux faire chez toi où, en fait, à partir du moment que tu mets un dossard et que tu t'éclates, t'es pas obligé d'être compétiteur ou que ce soit la mission de ta vie pour faire une course, quoi. Ouais. Du moment que tu t'amuses. Ou du moment que c'est un moyen de te motiver à t'entraîner. Ouais. C'est le principal. Ouais, j'avoue. Ouais. Toi, est-ce que c'est à certains moments, est-ce que c'est venu en travers de tes performances, toute cette envie de faire des très bonnes performances et peut-être les mettre sur les réseaux sociaux, ou vu que tu as la montre, tu as les trucs, tu veux dépasser un peu carrément, tout ça. Des fois tu te regardes un peu le nombril. Là. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, et puis après tu reviens à l'essentiel et tu comprends qu'en fait ça sert à pas grand-chose. Ouais. Mais faut réussir à prendre de la hauteur là-dessus, et c'est comme ça que tu grandis. Comment tu fais pour reprendre de la hauteur par rapport à ça ? En fin de compte, ce qui est pas mal, moi je note en fait tous les entraînements et tout ce que je fais chaque année, tous les jours, quoi. Et en fait, de comparer d'une année à l'autre, tu te rends compte des fois que c'est pas forcément les années où tu en as fait le plus, où tu es le plus performant, ou tu vas faire un petit test sur une montée à côté de chez soi, un petit chrono de 10-15 minutes, ça te permet dans des moments de doute, te rendre compte que tu es quand même en forme ou pas, quoi. Ou justement des moments où tu te dis je suis en forme et tout, te rendre compte que tu es planté, puis ça te met un coup de pied au cul et tu te réveilles, quoi. Il faut retourner au charbon. Toi qui as un compte Instagram avec un peu de followers, quel a été l'intérêt de mettre en place ce compte pour toi ?
Bah, c'était... En fait, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui par les marques. Hein. Clairement, il y a un côté business où il faut être et sportif et influenceur. Et après, c'était un côté, au début où j'ai commencé, un côté assez sympa, en fait, montrer ce que tu fais et rigoler avec ça. Après, aujourd'hui, où ça devient compliqué, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à créer du contenu de qualité, et tu vois, d'avoir un drone, une GoPro, toucher un peu en montage... Et aujourd'hui, du coup, l'attente est de plus en plus élevée ou de choses de plus en plus impressionnantes. Et c'est délicat de être sportif de haut niveau et créer du contenu de qualité. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant, finalement ? Bah, réussir à faire les deux. Mais après, si t'es vraiment bon sur les réseaux, tu peux en vivre. Ouais. Mais t'as sans être super bon. Sans être super bon au sport. Ouais. Et inversement, quoi. Tu peux être super bon sans être super bon. Enfin, tu peux être très bon en sport sans être bon sur les réseaux et puis galérer à en vivre. Tu regardes, il y a combien bah, c'est simple, hein. Ne serait-ce que là, tu dis à toutes les personnes qui vont écouter le podcast, vous pouvez citer combien de médaillés au jeu. Ouais. Mais par contre, tu leur demandes de citer un nombre d'influenceurs qui ont plus de X followers. Ils sauront de citer les influenceurs. Ouais. Les mecs qui ont fait des médailles au jeu dans des sports inconnus. Ouais, c'est clair. Et même dans des sports connus. Mais ils sauront pas dire les noms. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on retient, c'est ça, c'est l'influence, c'est ça. On voit le plus souvent, quoi. C'est ce qu'on voit, c'est ce que l'algorithme ressort. Le mec qui fait de l'escrime, de l'aviron, ou même mon sport, le ski de rando qui va être pour la première fois au jeu. Ouais. Bah, t'es champion olympique. Ok, c'est génial, t'es le premier champion olympique de ton sport. C'est une chance. Et moi, si j'avais été bon en sprint, j'aurais été refait d'aller faire les jeux, tu vois. Mais on est des petits sports, c'est pas du foot et ça changera pas grand-chose. Par contre, quelqu'un qui a déjà de l'influence, qui est un peu une star ou quelque chose comme ça, qui est vraiment influent, bah, il va faire... je sais pas, tu prends Cristiano Ronaldo pendant une interview, il a pris la bouteille de coca, il l'a foutu par terre et pris une bouteille d'eau. Ça a bougé le cours de la bourse de Coca-Cola. Ça, c'est un mec qui a de l'influence. Et lui, pour le coup, il est influent et sportif. Ouais, c'est les deux, quoi. Mais tu prends quelqu'un qui est que influent, tu prendrais un chanteur ou même quelqu'un qui est juste sur les réseaux, qui raconte sa journée, sa vie. Il ferait ça serait une plus grosse influence que celui qui gagne la Coupe du Monde ou la médaille d'or, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu décourageant du coup, ou est-ce que ça shifte pas un peu tes objectifs d'une certaine manière ? Ça peut shifter si t'es pas en accord avec ce que tu fais toi. À partir du moment où tu sais où tu vas et que tu te dis bah ok, je suis prêt à faire ça pour les réseaux, je propose à mes partenaires de faire ça. Fin de compte, quand tu acceptes un contrat avec une marque, tu peux dire oui ou non. Après, c'est sûr que si t'as pas assez de thunes pour vivre et que t'as besoin de cet argent, tu vas dire oui à un truc que tu voulais pas forcément faire. Ouais. Mais comme n'importe qui dans son métier de tous les jours, en fait. Bien sûr. Toi, dans ton métier, il y a un chantier que t'as pas envie de prendre parce qu'il te plaît pas ou tu sais que ça va être galère. Mais ce mois-ci, t'es en dèche, bah tu prends le chantier qui te fait chier. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, faut trouver un peu l'équilibre. Faut trouver l'équilibre, ce qui te convient. Et à ce moment-là, à partir du moment où t'as trouvé ton équilibre, il y a pas de souci. Hein. J'ai vu que tu avais fait des vidéos qui avaient fait beaucoup de vues. Est-ce que ça t'est pas peut-être monté à la tête à un certain moment ? Non, parce moi que je pose la question comme ça, mais parce que j'ai vu que tu avais quelques millions de vues sur certaines vidéos. Ouais. Est-ce que c'est fait pas un peu oh putain, Non, c'est là que tu te dis que c'est débile et que c'est marrant dans le sens où en fait c'est marrant dans le sens où tu touches des gens qui n'ont rien à voir avec ton milieu vu que ça fait autant de millions et qu'il n'y a pas autant de millions de pratiquants que ça. C'est marrant. Et puis les commentaires souvent sont assez bon délire sur ce genre de vidéo parce que c'était une vidéo où tu cours vite, où ça impressionne les gens, du coup c'est assez bon délire. Par contre après des fois sur des records en montagne et tout, quand tu as des commentaires négatifs et que les gens te disent que tu profites pas de la montagne, que tu vas trop vite, que machin, là si tu prends les trucs personnellement, ouais ça pourrait te faire chier, mais avec le temps tu sais passer au-dessus et tu t'en fous, quoi. Tu l'as déjà pris personnellement ? Ou est-ce que ça t'a touché certains commentaires ? Sur le coup, ça te pique un peu au vif, t'as envie de répondre. Mais après, tu te dis, allez, c'est bon, je réfléchis 30 secondes et ça va bien se passer. Mais quand t'as quelqu'un qui te dit que c'est nul ce que tu fais, que d'aller aussi vite en montagne, que c'est pas un parc d'attractions, que machin, mais quand tu vas faire un record sur une montagne qui a plus de 4000 d'altitude, en fait, t'y allais plus d'une fois.
t'as repéré. Ouais. Et en fait, se rendent pas le compte mec, de il va tout peut-être faire ça une fois à l'année, mais toi, des 4000, tu vas en faire 10 dans ton année. Ouais. C'est juste, des fois, je pense que ça part un peu de jalousie. Et c'est pas parce que tu cours que tu peux pas profiter du milieu où t'es, quoi. T'es pas obligé de marcher à 2 à l'heure avec des jumelles pour profiter. Hein. En courant, tu peux profiter. Hein. Mais bien sûr, enfin, c'est quand même marrant les gens qui commentent ce genre de trucs sur les réseaux. Puis la plupart du temps, c'est des gens qui commandent sans savoir. Ouais, complètement. Si demain, c'est un mec qui est capable de courir en montagne et qui a fait les mêmes trucs, qui commente et qui me dit arrête de faire que des records en montagne, profite et tout. Bah là, tu te dis le mec, entre guillemets, il a fait ce que j'ai fait. Il peut me poser des questions et me questionner ou me faire des reproches. Mais là, un gars qui sait pas ce que tu fais, pourquoi il reproche ? Tu connais même pas, quoi. Que t'aies fait, et puis parce qu'il aura fait la même montagne, il l'aura fait en 3 jours et toi tu l'as fait en 3 heures. Et ouais, mais c'est comme ça. Moi, l'après-midi, je vais faire quelque chose d'autre. Ouais. Mais c'est trop bien si tu l'as fait en 3 heures. Et cette montagne, là où je parle, là, c'était le dôme des écrins. Cette montagne, j'y étais allé déjà 2 fois et une fois, j'y suis allé avec ma copine. Et quand on y allait avec ma copine, l'aller-retour, on a mis un paquet de temps. Ouais. Et j'ai profité. Ouais. Mais le jour où j'ai fait le record, je l'ai fait à bloc. J'avais des copains qui étaient au bord du parcours, machin, pour me faire des ravitaux, pour surveiller les passages un peu risqués sur le glacier et tout. J'ai kiffé aussi. Ouais. Mais c'est 2 trucs différents, mais les 2, j'ai kiffé. Ouais. Mais c'est juste, quand tu sais pas, juge pas, quoi. Mais c'est le souci des réseaux sociaux. Les gens derrière leur ordinateur ou derrière Instagram pour mettre un commentaire, ils sont toujours trop forts, quoi. Ah, c'est Mais clair. c'est pour ça qu'il faut laisser faire et il n'y a pas de problème. Ouais, Du moment que tu fais ce qui te fait kiffer. Finalement, est-ce que t'as pas plus de commentaires qui te disent que c'est cool et que c'est charmé plutôt? Si, ouais, carrément. Mais finalement, est-ce qu'on on focalise un peu sur ces mauvais commentaires parce qu'ils ressortent du lot, quoi. Ils sont méchants pour rien, parfois. C'est simple, hein, si je te fais une reproche, pour que ton cerveau il l'efface, il faut que je te fasse 3 compliments. D'où tu sors ça? C'est des stats. Ok, c'est des stats. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Du coup, t'as passé une bonne journée et tout, on t'a fait 2 compliments, et il y a un mec qui t'a fait une reproche, tu vas avoir ça dans la tronche toute la journée. Ouais. Et tu vas dire, je suis qu'une sombre merde parce que on t'a dit un truc dans ta journée et on t'a pas fait X compliments. Et du coup, c'est pareil, quand tu bosses sur de la prépa mentale, tu sors 3 points positifs pour un truc négatif. Parce que si tu commences à lister comme un zinzin des trucs négatifs, à la fin de ta séance... D'accord, vous le travaillez un peu comme ça, là? Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça, je vais essayer de me le mettre dans ma vie maintenant, ce serait pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. En fait, il faut faire l'effort de trouver les points positifs. Mais c'est bien de trouver des points négatifs, des pistes d'amélioration. Bien sûr. Mais il en faut fait, pas se... Mais en fait, à la fin de ta journée, quand tu fais une journée de sport, tu te poses à un moment donné, tu te dis, ouais, ok, il y a ça qui allait pas aujourd'hui. Et puis tu vas te coucher, tu restes là-dessus. Mais en fait, tu peux te dire, aujourd'hui, en fait, par exemple, moi, si je fais le bilan de ma journée, ce matin, j'ai fait une super séance d'entraînement à vélo. À midi, j'ai bien mangé. Cet après-midi, on a fait un podcast trop bien. Et après, je dirais, peut-être, je sais pas, ce soir, je me suis couché trop tard, c'était pas bien, j'aurais pu. Mais voilà. Mais ouais. T'as une piste d'amélioration et t'as 3 trucs positifs sur ta journée. Ouais. Parce que si tu te dis juste, fais chier, je me suis encore couché trop tard, et que tu te dis ça toute l'année, tout le temps, ça va pas, quoi. Est-ce que ces gratitudes, tu les fais tous les jours? Est-ce que tu t'attaches à faire ça? Non, c'est vraiment quand tu peux le faire ou quand tu y penses? En prépa mentale, celui qui on bosse, il dit que si tu veux ancrer quelque chose dans la tête, faut le faire en fait pendant 21 jours de suite. Ouais, c'est ça, pour gagner une habitude. Ouais. Et donc le top, c'est de faire comme ça. Après, moi, je sais que j'aime bien travailler ça quand t'as sur des périodes, tu vois, genre à l'approche des courses. Souvent, en fait, c'est à l'approche des courses, vu que tu décharges en fait ton volume d'entraînement. T'es plus à la maison, tu tournes un peu plus en rond, tu te fais chier, tu commences à tourner de la tête, et c'est là où c'est intéressant de le faire. D'accord. Ouais. Ok. C'est pour t'occuper un peu la tête et te rassurer, quoi. D'accord. En parlant de ça, est-ce que tu as une routine? Ouais, tous les matins, je fais 15-20 minutes de mobilité. Okay. Un peu des exos de yoga. Directement en te réveillant, sans manger? Non, comment manger, ça se passe? Après manger. Après et ça te brasse tranquille. Pas Non. Non, ça va. Ouais. Okay. Pas direct après bouffer. Hein. Ouais, pas direct après bouffer. 10-15 minutes après. 10-15 minutes après. Tu fais 15-20 minutes d'étirement. Ok. Ouais. Pour préparer ton corps. Peu importe, ça c'est vraiment le truc. Ouais, carrément. C'est vraiment. En fait, quand tu vas courir, on te dit avant une course, on te dit tu t'échauffes. Mais en fait, c'est quoi qui t'a échauffé avant de t'échauffer en courant? Déjà, tu vois, c'est te réveiller un peu les muscles, faire que quelques mouvements. Juste ça, et ça fait vraiment du bien. Et en fait, j'avais commencé à l'époque
un mec qui est devenu coach à la Fédé, là, Alexis Sénèque, qui me disait, tu vois, je devais avoir 23, 24 ans, et lui, il faisait un peu des exos, des étirements et tout le matin. Et il me disait, tu verras, quand tu vas passer les 25 ans, ça va commencer à tirer. Et du coup, je me foutais de sa gueule. Je disais, non, mais toi, mec, t'es un vieux, de toute façon, t'as 30 ans, t'es un vieux, t'es tout rouillé et tout. Alors, pas loupé, à partir de 25 ans, ça commençait à tirer de tous les côtés. Bien sûr. Et du coup, si je fais pas ma petite routine pendant une semaine, je suis pas bien. Ouais. Est-ce que tu as des modèles un petit peu dans des sports auxquels tu te rattaches? Enfin, moi, ça me fait penser, tu vois, sur l'ultra trail, j'ai lu David Goggins, tu vois. Je sais pas si ça te parle, ce mec-là. Je connaissais pas du tout son histoire et j'aime bien sa mentalité un peu américain teubé, tu vois, d'aller à fond, surtout sur de l'ultra trail où c'est des choses que t'aimerais faire après. Mais voilà, enfin, moi je te dis celui-là, mais est-ce que t'en as d'autres Moi, je pense qu'il y a François Daen qui a gagné 3 fois l'UTMB, qui a fait un paquet de trucs et avec qui maintenant, tu vois, j'ai déjà fait une Pyramenta, c'est une course sur 4 jours en ski de rando par équipe de 2 avec lui. Cette année, on refait la PDG ensemble, c'est devenu un copain. Je pense que c'était un idole à l'époque et c'est devenu un copain. Et en fait, sa manière de faire, sa manière où il allie vraiment en fait la course à pied qui est sa passion, il kiffe le truc et il fait vivre autour de lui et il transmet ça en fait. Tu vois, il a créé un événement vers chez lui où t'es par équipe de 3 et chaque coureur en fait, en gros chaque année je suis sur l'événement avec lui et tous les gens partent pour un parcours et les premiers on les envoie sur des extra loops. Des extra loops, c'est-à-dire des très grandes loupes. Non, mais juste en gros on va dire que les premiers ils arrivent dans cette direction vers nous, et on va les envoyer faire tout le tour là, alors que les derniers, on va les faire couper là pour que le soir, tout le monde arrive en même temps au camp. Et le but, c'est que tout le monde, en fait, le classement, et puis tu vois, t'as des ateliers un peu des jeux, et le but, c'est qu'en fait, tout le monde, le soir, ait couru toute la journée. Mais t'avais le mec super fort, il aura peut-être fait 60 bornes, et le mec moins fort, il en aura fait que 20. Mais en fait, les deux auront couru toute la journée. Et c'est juste pour avoir cette approche de l'ultra, et c'est ça qu'il aime communiquer. Et je trouve sa manière de faire, elle est folle, quoi. D'allier famille et sport, c'est génial, quoi. Toi, t'aimerais transmettre plus tard ? Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu as commencé à le faire un petit peu ou pas trop ? Non, pas spécialement. T'as pas forcément le temps. Si tu veux vraiment prendre le temps de bien transmettre, faut arrêter peut-être d'être pro et d'être dans la compète ou. Ça dépend qu'est-ce que tu veux transmettre en fait. Okay. Si tu veux transmettre sur les réseaux ta passion et comment tu vis, ça c'est faisable. Mais déjà les réseaux c'est dur parce que des fois juste transmettre ta passion et expliquer, est-ce que c'est ce qui va réellement marcher ou pas, tu vois ? Ouais. Mais après transmettre avec des jeunes dans un club ou quelque chose, c'est quelque chose que je ferai plus tard, mais le jour où t'arrêtes, parce qu'il faut avoir le temps quand même. Donc quelles sont tes grosses courses ou gros objectifs de l'année là ? Ouais, de l'année déjà. De l'année, il y a les Europes de Vertical Race en ski de rando dans l'ordre en mars. Et après, surtout, ça va être les 90 km du marathon du Mont Blanc. 90 km, ouais. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, ils disent que c'est les 90, mais il fait 98, je crois. Ça fait 98. Ok, donc là, ce sera la plus grosse course que tu auras jamais faite. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que comment tu la vois arriver, cette course ? Justement, le but, ça va être de changer complètement ma prépa. Et là, avec un pote, on est en train de regarder justement, ce serait pour lancer quelques épisodes YouTube là-dessus, sur comment tu passes du court au long. Et du coup, ça va être de changer complètement la préparation. Okay. Et quitte à ça se trouve être moins performant sur les verticales cet hiver. Mais le but, c'est d'accepter ce changement parce que j'en ai besoin et j'en ai envie. Et du coup, quitte à faire un truc, il va falloir y aller franco, quoi. Ouais. Essayer de se mettre un peu en difficulté, en fait, essayer de changer de cap. Chercher, ouais, c'est ça, et puis chercher un nouveau challenge. Ouais. En fait, c'est ça qui est motivant dans le sport. Ouais, je pense. Ouais. C'est de se challenger et en fait refaire ce que tu as fait l'année d'avant, qui a marché. Il y a peu de chances que ça marche. Ouais. Parce que tu viens pas te stimuler de la même manière, tu viens pas. Et chaque sportif adapte d'une année à l'autre un peu ce qu'il fait. Je sais que moi, ça fait quelques années où j'ai pas trop adapté, où je cours après le même objectif qui était de faire un podium en championnat du monde. Mais en fait, je l'ai fait.
Est-ce que tu as réellement au fond de toi envie de le refaire? Surtout que tu te rends compte que tout ça pour ça, ouais, sur le moment, tu as des émotions de ouf, tu pleures, tu te dis c'est fou. Le lendemain, tu te réveilles, tu as un peu mal au crâne parce que tu as bu des bières la veille et tu te dis ouais, en fait, je me suis entraîné 5 ans pour ça, c'est chiant quoi. Il y a des trucs plus cool à faire. Et du coup, bah, tu réessayes de faire le truc pendant 2 ans, puis au bout de 2 ans, tu finis par tilter et te dire est-ce que ça me fait autant kiffer qu'avant? Bah, peut-être pas. Mais par contre, cette course, les 90, ça fait X années que je me dis que j'aimerais faire ça, mais par rapport à ma pratique de vertical race, c'est 20 minutes d'effort l'hiver, ça correspond pas en fait. D'accord. Parce que tu prépares du 20 minutes d'effort, tu peux pas t'entraîner pour 90 km pour 12 heures de course, tu vois. Ouais, ça aurait été irresponsable d'essayer une course de 90 km alors que Pas irresponsable, mais tu peux pas préparer et attendre d'avoir un bon résultat si tu prépares des VR à fond. Là, le but, c'est justement de changer la prépa. Je vais faire beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de volume tout cet hiver à ski. Et je vais rattaquer à courir vachement plus tôt pour être prêt en juin pour les 90 du Mont Blanc. Après, ça sera mon premier, ça sera une découverte. Autant je vais faire 50 bornes, je serai en vrac, ce sera une ratasse complète, mais t'es là pour découvrir. Mais d'un autre côté, cet hiver, la prépa va changer. Mais peut-être aussi, c'est le fait de changer la prépa, il y aura moins de pression sur les courses et ça marchera mieux, quoi. C'est ça aussi. C'est que tu vas chercher autre chose qui est complètement différent. Et autant, je vais être même plus performant dans le truc que je préparais à fond parce que juste, t'enlèves ce facteur pression vu que tu le prépares plus. Ouais, et puis tu as moins d'attente vu que c'est la première que tu fais, tu pas trop d'attente. Par rapport aux 90, j'aurais pas d'attente. Et puis par rapport au vertical race où je suis performant normalement l'hiver, je me dirais, bah non, tu prépares autre chose, tu fais quelque chose de différent. Ouais, donc tu seras pas forcément prêt, tu te mets pas la pression, quoi. Et du coup, autant ça marche, quoi. Ou autant ça marche pas du tout, mais c'est pas grave, on aurait essayé. Ouais, mais faut tester. Ouais. Mais c'est le jeu, tant que t'essayes pas. Ouais. Et par contre, faire ce 90 du Mont Blanc, ça fait X années où je me dis, ouais, ça, cette course, elle me chauffe de ouf, j'ai trop envie de la faire. Et là, j'ai dit, bon, bah mec, t'as 30 ans, vas-y, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres courses que tu aimerais faire qui te font un peu saliver comme ça? Bah, je pense à un UTMB un jour, hein, une TDS. C'est pareil, c'est une des courses pendant l'UTMB, la semaine de l'UTMB qui fait 140 bornes, qui est plus technique, on va dire, qui est moins roulante. Et le Grand Raid de la Réunion, t'as la Hard Rock aux US, c'est un 160 km aussi. T'as toutes ces ultras un peu iconiques qui sont là, que tu te dis, faire ça doit être ouf. Badwater, non, c'est pas ça? C'est pas un truc aux US, ça, Badwater, non? Si, t'as un truc aussi comme ça. Mais t'as tellement de courses. Et c'est ce côté de je pars en mission, en fait, quand tu fais un ultra. Ouais, tu vois, quand tu fais 20 minutes à bloc, t'es là, t'es à fond, ton cerveau il te dit arrête-toi mec, tu peux plus respirer, t'es en train de crever, arrête-toi. Et par contre, de partir faire un ultra, tu sais que tu vas passer par des hauts, par des bas, c'est comme une grande bambée. Quand tu vas faire une grande bambée en montagne, c'est trop cool. Mais il y a des moments, t'es dans le dur, t'as envie de rentrer, ça s'arrête. Un ultra, moi je le vois un peu comme ça, comme une mission de vie, et je me dis j'ai envie d'essayer ça, quoi. Okay, ouais. Après, tu vois, en course, j'ai fait que 50 km le plus long, mais après, en temps d'effort, j'ai déjà fait des 18 heures de ski de rando. À pied, j'ai déjà fait des trucs plus longs, donc ça me fait pas peur d'aller sur ce genre de format. J'ai jamais fait de course de cette distance-là, mais ça me fait pas peur, quoi. Faut juste bien la préparer. Comment tu te remets d'une course, de course pareille après? Est-ce que tu as besoin d'isolement? Est-ce que tu as besoin d'être entouré? Vu que je l'ai pas fait, je peux pas te. Oui, mais je peux pas te dire, mais je pense que t'as besoin de récupérer musculairement, je pense, quand même. Et puis mentalement, tu vas chercher un peu loin. Mais je pense que sur du court, tu as plus besoin de récupérer mentalement que physiquement, sur du très court. Parce que mentalement, tu vas chercher très 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 loin sur du très court. Tu t'écoutes pas, en fait. Sur le très court. Sur le très court, tu penses que tu vas chercher mentalement beaucoup plus? Ouais. Tu vas chercher... En fait, sur du très long, quelqu'un qui a explosé, il va se forcer à dire allez, tu continues. Ah, mais justement, mentalement, c'est encore. Enfin, j'imagine, parce que moi, je n'ai jamais fait. Mais ouais, mais fais un sprint de 10 minutes où tu as envie de gerber, où ton cerveau te dit arrête-toi, mec, tu vas te vomir dessus. Ouais. Tu n'as plus d'oxygène qui rentre, qui est un truc vital. Ouais. Tu n'as plus d'oxygène qui rentre, arrête-toi. Là, le cerveau. Moi, je sais que le coup, j'avais fait le podium au championnat du monde, j'ai eu 2 jours de migraine derrière. Parce que tu t'as poussé à fond, j'ai poussé. J'ai poussé. À ce point-là, ouais. Et une cartouche comme ça, j'en ai mis une de l'hiver. Et depuis, ça fait 2 ans, à chaque fois que tu vas retitiller le truc, ton cerveau, il dit non, j'y vais pas. Moi. Il dit non, mais t'as un trauma. Hein. Ouais, t'as un trauma. Il dit non. Mais parce que t'es vraiment sur le point, tu crois que tu vas crever, quoi. Wow. Dans l'ultra, tu vas pousser, mais c'est une autre frontière mentale.
Ça va être dans la douleur, ça va être dans te motiver, tu vas aller chercher des valeurs, quelque chose. Là, quand tu pousses dans l'effort sur du court à fond, c'est tu t'oublies. En fait, tu coupes ton cerveau, t'éteins tout. Donc je pense que c'est différent. Après, par contre, sur le plan physique d'un ultra, et quand tu vois François où il est méga intelligent là-dedans, c'est qu'il a jamais couru plus de 2 ultras par an. Mais quand tu regardes les mecs, les grands marathoniens, sur route, ils font 2 marathons par an, pas plus. Ah bon ? Alors que tu regardes aujourd'hui, par contre, en ultra, t'as des mecs qui en font 5, 6, 7, qui enchaînent tous les 2 jours des courses, des trucs. On n'a pas de retour encore, donc on sait pas si François il a raison ou pas d'en faire que 2 par an. Mais moi, je pense qu'il a raison. Faire plus. Toi, tu penses qu'il vaut mieux. Ah, mais ouais, carrément, tu prends tellement cher. Ah, tu ramasses de ouf. Hein. Bah ouais. Parce que plus tu vieillis, en plus, moins tu pourrais en faire. Et du moins coup, tu récupères. Moins tu récupères. Ah, puis tu te mets. Tu cours pendant plus de 24 heures. Ouais, même si tu cours pas vraiment, tu marches beaucoup, hein, mais. Oui, déjà, fais juste une nuit blanche. Ouais, c'est... Souvent, quand tu fais la bringue et tout, le lendemain, tu te réveilles, t'es dans le dur complet, tu te dis, j'ai trop bu et tout. Surtout après 30 ans. Ouais. Ah ouais, après 30 ans, tu prends tarif. Ouais. Mais fais juste une nuit blanche. Le lendemain matin, t'as l'impression d'être en gueule de bois. Ouais, c'est pas tant l'alcool qui te détruit. Hein. Non, ouais. C'est le fait de pas dormir. De pas dormir. Si tu prends une cuite express, t'es couché à 20h, tu bois bien de l'eau, le lendemain, il n'y a pas un pet de jeu. Hein. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait aller Aux champignons. Qu'est-ce que tu penses justement de tout cet engouement sur le trail et justement sur cette envie de production, Enfin, tu sais, moi, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Ah bah c'est business. Hein. Chamonix, c'est devenu la capitale mondiale du trail, mais c'est l'UTMB, la semaine de l'UTMB, c'est la capitale mondiale du business. C'est super d'un côté pour les sportifs. Bah, quand tu es sportif professionnel, tu vis du sponsoring. Donc c'est super, c'est génial. Après, d'un autre côté, c'est dommage que tout soit rapporté que sur certains événements et que tu aies des petites courses à côté de ça qui vont un peu plus galérer à joindre les deux bouts et que tu aies ce côté où les dossards maintenant sont hors de prix. C'est quoi des dossards hors de prix? Je ne m'en rends pas compte. Il faudrait regarder les prix pour l'UTMB, mais ça doit être 400 balles, 500 balles. Ah, quand même. Ah, quand même. Ouais, quand même. Là, après, est-ce que c'est les sponsors qui payent ça quand t'es sponsorisé, non? Ou c'est toi qui dépend, te le payes? Hein. Ça dépend ton contrat, ça dépend. Des fois, c'est toi. Hein. Non, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que 400 balles, c'est quand même aberrant. Pour faire une course. Après, si c'est un peu long comme l'UTMB et tout, ça va. Mais tu vois, là, par exemple, on s'est inscrit cet hiver à la Patrouille des Glaciers. C'est une course sur un jour par équipe de 3 en ski de randonnée. J'ai payé 1870 € l'inscription pour l'équipe de 3. Sachant qu'on loge. Pour les 3 ou seulement pour les 3? Non, pour les 3. Pour les 3. La soirée, t'es logé à Zermatt, ok, t'es dans un bel hôtel. Sauf que le départ, il est à 2h du mat, donc ta nuit, elle est un peu courte à l'hôtel. Mais 1870 €. Ouais. Pour une course, hein. Ah, on met 6 heures. Hein. Tu penses que ça va s'essouffler au bout d'un moment ou tu penses qu'on est sur une pente ascendante là sur les prix trail? Non, sur le trail. En général. Le trail, non, le trail, ça va pas s'essouffler. Hein. Moi, je pense que ça commence seulement. Hein. Ça commence seulement. Ouais. Les gens ont de plus en plus envie de courir, de faire. Et puis, t'as ce côté. Par contre, tu vois, t'as ce côté qui est quand même génial, qui est vraiment communautaire, quoi. T'as ce truc de on fait ensemble, t'as des clubs de running, et ça c'est chouette. T'as quand même un côté qui est très bienveillant dans ce sport, où on accepte, t'as tout le monde qui peut participer, où t'as. Tu vois, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le seul sport où t'as les élites et les amateurs, entre guillemets, qui prennent le même départ. Mais en fin de compte, tu es à la recherche de ce que tu es capable de faire toi. Tu te compares à toi. Et ça je trouve ça, par contre, que c'est super bien. Après, de se comparer les stats d'entraînement de machin par rapport à Trucmuche, qu'est-ce qu'il a fait, ça, c'est se regarder un peu le nombril, mais tout le monde se regarde le nombril aujourd'hui. C'est le principe de la mode, c'est le principe de... Ouais, c'est sûr. Tu les vois, ceux qui... J'imagine ceux qui commencent à courir dans les compétitions que tu fais. Est-ce que tu discutes un peu avec eux pour voir... Tu discutes un peu avec tout le monde. Ça reste quand même un petit milieu. Ça commence à monter un petit peu, mais la plupart des courses, quand tu fais des courses vers chez toi à côté, après c'est ta manière d'être, si tu vas être abordable ou pas. Hein, mais ouais. Toi, avant une course, t'es dans quel état d'esprit? Ça dépend de la course, de l'objectif qu'il y a derrière ou pas. Ouais.
soit tu fais un caca de la peur parce que c'est une course importante, soit sinon tout se passe bien. Non, j'essaye d'être dans le meilleur état d'esprit et de me dire, mec, tu penses à tout ce que tu as fait pour être ici et juste amuse-toi en fait. En fait, tout le taf, il y a tout qui est fait. La course, elle est déjà écrite. Le résultat, il est déjà fait. Tous les gens sont entraînés, ont tout fait, sauf si tu fais des erreurs tactiques pendant la course. Mais quand ça fait X années que tu cours, t'es pas amené à faire de réelles erreurs tactiques. Ouais, t'as des réflexes. Mais du coup, le résultat, il est plus ou moins établi, on va dire. Et donc, à ce moment-là, en fait, kiffe. Juste kiffe. Si tu kiffes, ça va bien se passer. Est-ce que t'es arrivé à kiffer, justement, tout le temps? Enfin, depuis le début, est-ce que... Ouais, quand même, souvent. Bah oui, sinon, je serais plus là. Hein. Ouais, mentalement. Tu vois, c'est une chance de pouvoir te lever et faire ce que tu veux le matin. Mais mentalement, il y a plein de fois, tu doutes. Hein. Et puis les jours où ça flotte, il fait dégueulasse et qu'il faut aller skier sous la flotte et tout, tu te dis, est-ce que je serais pas mieux dans un bureau Puis mon salaire, il tomberait à la fin du mois, il serait sûrement plus gros que ce que je gagne aujourd'hui et je serais pépouze, quoi. Des fois, ouais, tu doutes, tu te poses la question. Ouais. Tu te verrais dans un bureau, toi, plus tard? À mi-temps, peut-être. À mi-temps, peut-être. Parce que c'est comme ça que tu as pu aussi arriver à devenir athlète. Tu avais fait un mi-temps, si j'ai bien compris, où tu travaillais pendant un mi-temps et tu... Ouais, je bossais à mi-temps et j'étais payé à 100% avec la Fédé, c'est un contrat d'insertion professionnelle. Ouais. Mais j'ai tenu 3 mois, quoi. Puis j'ai fait des limbagos à répétition. Hein. Ouais. Mais les limbagos, ils partaient de la tête. Non, c'était clairement un blocage. Je pouvais commencer à vivre de mon sport et je me suis rajouté un emploi en plus pour... tu vois, quand je te disais que ça avait été dur... rassurer, quoi. Non, mais que ça avait été dur d'accepter, de dire que c'est quoi ton métier, je suis sportif professionnel. Mmh. Et ça avait été dur. Et en fait, ce CIP que j'ai pris, là, c'est juste parce que j'arrivais pas à assumer qui j'étais et ce que je faisais, quoi. Donc tu t'es mis ça en plus. Ouais, et carrément. Du coup, ça t'a... C'était pour gagner encore plus de sous, mais en soi, j'avais assez de sous pour vivre. C'était quoi? Cette époque-là, on était en coloc avec des potes, on était à 8 dans une baraque. Je payais 200 € de loyer par mois. Donc, est-ce que j'avais réellement besoin d'un emploi en plus? Ouais. Non, c'était pour te rassurer et te justifier auprès des gens que tu avais un vrai métier. Le vrai métier. C'est pas un vrai métier, ça on te le dit très très souvent. Hein. Est-ce que ça te touche encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui je m'en fous. Hein, parce que je suis assez grand et j'ai pris de la hauteur là-dessus et j'arrive à vivre. Je suis bien, quoi. Et du coup je me dis, tu fais quoi toi demain? Tu vas au bureau? Moi avec mon vrai métier, je vais me promener en montagne, ça va bien se passer, quoi. Ou tu dis rien, tu réagis même pas, tu sais qu'il y a ça au fond de toi, quoi. Puis finalement, est-ce qu'on se rend pas compte qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce genre de métier de bureau veulent justement aller dans d'autres métiers, d'autres voies un peu plus... je crois qu'il y a une étude qui avait dit qu'aujourd'hui on est amené à changer 5 à 6 fois d'emploi, notre génération. Et du coup, ça va être encore plus. Et quand je regarde, moi, dans mon entourage, mes copains, j'en ai de plus en plus qui font pas des 100%. Hein. Qui sont pas à 100% pour kiffer, en fait, vivre. Mais on n'est plus du tout la même génération que nos parents qui... C'était... le boulot faisait partie de la vie. Aujourd'hui, le boulot, c'est... Même quelqu'un qui kiffe son boulot, ça va rester un truc alimentaire. Et il va vouloir diminuer son temps de travail... pour kiffer, quoi. Ouais. Est-ce que tu considères, toi, ce que tu fais comme un boulot? Non. Et le jour où je considérerais ça comme un boulot, faudra arrêter. Ouais, tu penses? Ouais. Parce que mentalement, ça demande... on s'en rend pas compte, hein, mais ça demande quand même beaucoup de remise en question. Faut croire en toi, faut aller t'entraîner quand t'as pas envie. Et puis, c'est 95% d'échecs, 98, 99% d'échecs pour 1% de réussite. Et quand tu réussis, il y a des émotions derrière, il y a des trucs. Mais si en fait tu le vois comme un boulot, est-ce que les émotions, ce sera les mêmes? Pas forcément, quoi. Est-ce que ça te fera vibrer? Est-ce que ça te mettra des frissons? C'est pas dit, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Tu penses que tu arriveras à faire de la course pendant longtemps? Est-ce que c'est un peu ton objectif d'aller le plus en vrai, il y a un moment donné où physiquement, de toute façon, tu seras cuit, quoi. Ouais, mais bon, il y a d'autres exemples qui montrent que non. Tu prends un Ludo Pomeray qui aujourd'hui, cette année, il fait encore, je crois, il fait 4 ou je sais plus combien il fait à l'UTMB. Il a gagné la Hard Rock aux US et tout. Il a quel âge? Il a 50 ans, Ludo. Damn. Ouais. François, il va avoir 40 ans cette année, ou il a eu 40 ans cette année.
Et les mecs, ils sont. Ouais, David Goggins aussi, il a quasi 50 ans. Ouais, les mecs, ils sont sur solide, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, du moment que tu kiffes. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, toi, ce serait de vraiment Du moment que tu kiffes. de kiffer, quoi. Ouais. Kiffer, c'est Ouais. pas autre Tant chose. que tu kiffes, il n'y a pas de problème, c'est pas un âge. C'est du moment que tu kiffes et que tu peux en vivre. Ouais, c'est sûr que si à 70 ans, enfin Ouais, tu peux pas en même à vivre, 60 ans, tu continues de kiffer, mais que tu vis sous un pont, ta gonzesse t'a foutu dehors et. Mais ouais, je fais des trails. Ouais, non. Ouais. Bon, après, Survie, quoi. si tu kiffes vraiment, Ouais. si tu kiffes ta vie, tant mieux. Mais. Est-ce que tu en connais des comme ça? Il y en a? Non, peut-être pas. Il y en a qui tirent. Il y en a qui tirent trop loin. Mais que je donnerai pas d'exemple, mais que ça soit dans le trail, que ça soit dans le ski de rando ou dans d'autres sports qui tirent, pour moi, qui tirent trop loin et qui n'ont pas su se retirer quand il fallait, quoi. Mais je suis pas à leur place. Donc je sais pas. Autant ils kiffent de ouf. Et dans 10 ans, quand je serai à leur place, je me dirais, je me suis permis de juger quelque chose que je ne connaissais pas. Et mon discours changera. Parce que à leur place, je me rendrais compte que je kiffe toujours autant et qu'en fait, c'est justifié de continuer à s'éclater, quoi. Même si c'est des personnes que tu vois sur la fin de carrière qui tirent un peu, qui auraient eu meilleur temps de tirer. Aujourd'hui, j'estime qu'ils auraient eu meilleur temps de tirer leur révérence avant, quoi. Ouais. Mais autant eux, ils kiffent encore plus qu'avant et ils arrivent à en vivre, je sais pas, tu vois. Et ils s'éclatent et à ce moment-là, dans 10 ans, je me dirais, en fait, t'étais qu'un petit con, t'étais qu'un jeune con à dire que fallait s'arrêter, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui serait la plus grosse réussite ou la plus grande réussite dans ton sport là pour toi? Quel est l'objectif que tu te donnes pour où tu te dis kiffer les 10 prochaines années? Kiffer, c'est ça? Ouais, vraiment. T'as pas d'autres métriques un peu Je pense pas. Si, pour un record du Mont Blanc en ski de rando. Ah, un record du Mont Blanc en ski de rando. En fait, je suis pas. Je suis compétiteur, mais envers moi-même. J'ai pas trop d'ego de concours de kékette. non, mais c'est cru, mais c'est la vérité. Et du coup, gagner telle ou telle course, pourquoi, quoi. Ok. Par contre, aller sur cette course et faire le meilleur temps que tu penses que tu peux faire ou le meilleur temps qui a jamais été fait. Enfin, tu fais de la compète, je fais de la compète envers moi-même, pas forcément envers les autres, quoi. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas? Ouais, je pense. Ouais. Même quand t'étais plus jeune, t'avais pas cette envie de... J'avais envie de me surpasser moi, quoi. Te surpasser toi. Ouais. C'est assez... c'est très mature de voir les choses comme ça, parce que moi je sais pas si je serais comme ça, je serais plus dans le truc d'être le premier. Enfin, je pense que j'aurais un peu plus ce truc-là, mais ça me conviendrait peut-être ou ouais, peut-être je sais pas, mais après c'est juste que j'ai pas trop d'ego, je pense. C'est juste ça, c'est une histoire d'ego et je veux juste me prouver à moi que je suis capable de faire certaines choses. Mais après, de toute façon, tu regardes, il y a des gens... j'ai beau m'entraîner, faire tout au mieux, il y a des gens sur le papier, c'est comme ça, il y a de la génétique, je pourrais jamais les taper. Oui. Mais par contre, je pourrais donner la meilleure version de moi-même et de me dire, là, mec, t'as tout mis en place, t'as tout fait pour faire ton meilleur truc et tu l'as fait, et bravo. Et voilà. Est-ce que tu as le physique justement d'un trailer? Est-ce que le physique, il y a un physique défini qui... Ouais, je pense. Si tu regardes aujourd'hui, de manière générale, que ce soit en trail ou en ski alpi, je suis quand même un petit gabarit. T'es un petit gabarit, ok. Ouais. Il faudrait être un tout petit peu plus grand ou Ouais, je vais mettre des talonnettes et c'est bon. Je pose la question. Non, mais en ski de rando, souvent, ils sont un peu plus grands. Ouais. Okay. Je pense pour des histoires de foulée et de rendement, il faut être un peu plus grand. Ouais. D'accord. Peut-être. Après... un peu de chirurgie esthétique. On va se faire allonger les tibias. Ouais, grave. Ouais, non, je pense qu'il y a un peu plus grand pour du rendement. Après c'est propre à chacun aussi, tu vois. Après, le fait d'être un petit gabarit, tu vois, en ski de rando, vu que tu portes du poids, plus t'es petit, plus t'es léger, plus le poids que tu portes a un impact important sur toi, quoi. Okay. Tu vois, par pied, on a ski plus fixe, c'est 750 grammes, et la chaussure, c'est 500 grammes. Ça fait 1 kg 250 par pied. Ah, ça fait pas Moi, je fais moins de 60 kg. Mm-hmm. Un mec qui fait 80 kg, tu vois, l'impact, elle est oui, différente. Il est un peu moins, et en plus, moi, vu que je suis plus petit, je vais devoir faire plus de pas. Donc, porter plus de fois le matériel que lui, qui est plus fort, plus puissant, va porter moins de fois. D'accord. Donc, t'as un impact qui est un petit peu plus grand. Ok. Quel impact a le paysage quand tu cours? Est-ce que tu arrives à... En course, zéro impact. En course, t'as la tête dans le guidon, t'en as rien à foutre. Non, si c'est joli, c'est plus cool. Et je pense justement, c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur de l'ultra, c'est pour regarder un peu plus ce qui se passe, courir de nuit, faire un vrai lever de soleil pendant la course et tout. Où tu vois, t'es pas fond de 12 à regarder tes pieds, tu peux lever un peu la tête.
Après, à l'entraînement, c'est hyper important. Quand je vois là cette période de l'année où il fait, où tu vois, le soleil se couche assez tard, il se lève pas trop tôt. Ouais. Et cette période de l'année où tu vas en ski de rando, t'es à Tignes, début de saison, parce qu'il y avait que de la neige là-haut. Putain, tu fais un lever de soleil le matin, tu fais un coucher de soleil de zinzin le soir. Ben là, c'est trop facile de s'entraîner quand il fait beau. C'est trop bien. Après, ouais, c'est sûr, des fois, il fait dégueulasse, il pleut, tu t'entraînes en forêt, tu vois, il y a du brouillard, c'est la tombée de la nuit, tu vois pas à 4 mètres. Tu vas faire un minimum syndical, quoi. Si t'as 2 heures à faire, tu vas faire 2 heures. Par contre, les jours où il fait grand beau, une journée comme aujourd'hui, tu peux aller te promener sur les arêtes derrière. T'as 2 heures à faire, tu feras peut-être 3-4, quoi. Donc, ouais, l'impact du paysage est vraiment important. Est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à la faune, à la flore autour de toi ou pas? Ouais, quand même. Du coup, en passant le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, t'as pas le choix, c'est dans les prérequis, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut apprendre? Je sais pas, moi. Plus, tu vas apprendre des noms de fleurs, des noms de plantes, tu vas apprendre les différents étages alpins, subalpins, la faune et la flore qui composent chaque étage, pourquoi, et t'apprends ça, quoi, pour pouvoir le raconter à des clients et pouvoir leur faire une lecture de paysage, quoi. Ouais. Si tu fais une lecture de paysage sur ce que tu as derrière, pourquoi il y a des arbres à tel endroit, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Est-ce que tu fais des parallèles avec... est-ce que tu arrives à faire des parallèles entre ta vie de tous les jours et l'entraînement? Enfin, ce que je veux dire, c'est ta philosophie de vie, est-ce que tu la mets en parallèle avec ton entraînement, en performance? fait, c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est pas un métier. Il faut pas que ça devienne un métier, même si dans la société actuelle, faut l'assumer comme un métier. Parce que, en fait, t'as pas de vacances. C'est tout ensemble. Même moi, je pars en vacances avec ma copine. On fait quoi? On va en Norvège, on va faire une course. On va faire du ski, en fait, c'est tout le temps. Même si tu n'auras pas peut-être à cette période-là un plan d'entraînement à suivre, tu t'entraînes quand même. T'as pas de vacances, quoi. Mais c'est moi qui ai envie de ça parce que c'est moi qui kiffe ça. Donc tu fais un parallèle sans faire un parallèle parce que tu le vis tous les jours, quoi. Okay. Je sais pas si j'ai bien répondu. Eh ben, ouais, si. Oui, en fait, t'as jamais besoin de prendre de vacances parce que t'es toujours en vacances. Tu as l'impression d'être tout le temps en vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais c'était plutôt par rapport à ce que le sport m'apporte et ce que je le remets dans ma vie tous les jours. Ouais, carrément. Ça m'a fait grandir en tant qu'être humain, un truc de malade. Ouais. Je vois, et même en termes de vécu, je me dis, j'ai 30 ans, je suis déjà allé aux 4 coins du monde. Ouais. Et puis le sport, c'est une école de vie, en fait. En fait, je me dis par rapport aux gens qui font pas de sport, t'arrives d'un point de vue anatomie, te connaître, tu ressens les choses. T'as mal quelque part, tu sais l'expliquer, t'arrives à comprendre d'où ça vient, pourquoi. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils vont aller chercher les médicaments directement. Ils vont aller chercher les médicaments, ils vont aller voir un médecin, ils vont, sans se dire, en fait, j'ai trop mal là, en fait, mec, ouais, t'as un bout de crampe au mollet parce que t'as marché plus ou t'as changé de chaussure, mais ils vont aller chez le médecin parce qu'ils ont mal au mollet, c'est trop dur. Et en fait, c'est juste un bout de crampe parce qu'il a changé de chaussure. Mais en fait, avec le sport, t'apprends ça parce qu'une fois tu changes de chaussure, le lendemain t'as mal au mollet, tu vas avoir un kiné, il t'explique et t'apprends à le connaître. Et t'apprends à connaître ton corps et ce qui se passe. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Tu vois vraiment la différence avec des gens qui font jamais de sport et qui se posent la question. C'est le jour et la nuit. Ouais. Mais pas forcément du sport, tu vois, avec quelqu'un qui va travailler en extérieur, qui va avoir besoin d'avoir un minimum de conditions physiques et de s'écouter, ça marche aussi, quoi. Genre un paysagiste. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu vois, c'est tout con, mais passer une journée dehors, tu vas savoir gérer tes vêtements, tes couches. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vas te promener avec des gens qui connaissent pas, qui vont jamais en montagne, qui machin, ils vont choper la crève direct. Ouais. Tu vois ? Ouais, ils vont avoir froid ou ils vont pas être bien. C'est des trucs, mais en fait, c'est un truc que ton métier t'a appris. Ton métier, il t'a appris tu vas en montagne, il y a de la neige, tu prends un bonnet, tu prends des bonnes chaussures, tu machin. Mais c'est ton métier, en fait, qui t'a appris ça. Et en fin de compte, le sport, ça t'apprend pas mal de trucs comme ça aussi. Ouais, carrément. Ouais.
Ouais, je me demande combien de personnes arriveraient à me suivre dans le métier de paysagiste quand il pleut, etc. Bah, carrément. Mais même tu dois avoir. Je suis sûr, là, on va se promener derrière. Je pense que tu n'auras aucun mal à marcher par rapport à des gens qui auront toujours bossé dans un bureau. Ouais, et qui sont toujours dans un bureau et qui captent pas ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais quitte à faire un métier plus tard, je pense que je préférerais être paysagiste que dans un bureau toute la journée. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est un beau métier, je te le conseille. Je pense. Je te le conseille de ouf. Quel est le meilleur souvenir que tu as eu sur un voyage ou en compétition? Je pense que c'est la première fois que j'ai fait le Mont Blanc. Donc c'était pas une compète. Voyons en voyage en extérieur de la France. En extérieur de la France? Ouais. Je suis parti, du coup, l'année où j'avais remplacé mon père à son entreprise, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Et en fait, on est parti avec des potes dans le but de faire tous les 3000 là-bas, à ski. Et du coup, le meilleur souvenir, c'est on a essayé pendant une semaine d'atteindre les glaciers, mais les glaciers, c'est 10 fois ce qu'il y a à Cham, c'est des trucs de malade, ça coule dans tous les sens et tout. Et du coup, là-bas, tout le monde disait faut se faire déposer en avion, en hélico sur les glaciers, tu peux pas accéder les moraines, c'est trop dangereux. Bon, on a essayé, on en a pris plein la gueule. On est redescendu en bas, on a fini par prendre un avion comme tout le monde. Et là, l'avion nous pose sur un glacier. Le mec, il dit faudra m'appeler avec le téléphone du refuge, mais des fois, on peut pas venir pendant une semaine quand il fait mauvais. Donc, on se tient au jus, allez, salut, et le mec se barre. Et là, t'as 18 balais. Enfin, non, j'avais 20 ans, non, j'avais 21 ans. Et tu te retrouves sur ton glacier, et t'es là, et tu fais, là, faut pas qu'il nous arrive une couille, quand même. Parce qu'attends, dans le refuge, il y a personne? Non. Et il y a pas de bouffe? Ah non, t'as amené ta bouffe. Et... Là, quand on était allé justement en Norvège, on avait un gros sac tu sais, les gros sacs comme ça, remplis de lyophilisés. Ouais. Okay, on avait genre 120 lyophilisés dedans. Ouais. Et en fait, tu pars en refuge là-haut. Et donc, ce refuge, on y allait 2 fois. On était redescendu une fois, puis on est retourné. Et donc, il y a un coup, en fait, il a fait mauvais pendant une semaine. Pendant une semaine, tu sors pas du refuge. Enfin, si tu sors du refuge pour aller aux chiottes, t'avais une corde entre le refuge et le chiotte pour te longer, pour aller aux chiottes, pas tomber de la falaise. Et quand c'est tempête de neige, et puis tu vois rien, quoi. Ah non, tu vois rien. Mais c'était, tu skis, tu vois la mer et tout, c'est ouf. Et puis t'es pas chez toi, quoi. Ouais. Tu prends le temps de vu que t'es pas chez toi. Ah ouais, non, mais c'est toujours ça. C'est comme quand t'es en van. Peut-être t'es pas chez toi. Tu te lèves le matin, t'es dans ton van tranquille. T'as toute ta journée, tu dors trop bien, la vie elle est belle. T'es chez toi, t'as des mails, le ménage, faut filer des croquettes au chat, faut lui ouvrir après, c'est différent, il y a la routine qui se met en route, quoi. C'est ça, ouais. Pour finir le podcast, j'essaye de finir sur 3 questions en rapport avec le paysage. Il faut prendre le paysage au sens propre ou au sens figuré dans ces questions. Donc la première question, c'est quel paysage tu aimerais redécouvrir? Redécouvrir? Ouais. Je pense à un paysage d'hiver à la maison de quand j'étais gamin et qu'il y avait de la neige en bas en fait. Mais il y avait vraiment de la neige en bas. Là, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de neige? En bas, il y en a encore. Ouais. Mais chez mon père où j'habitais avant, où des fois dans le champ, t'avais 80 cm de neige. Ça fait un paquet d'années qu'il n'y a pas eu ça. Ouais. Après, c'est sûr qu'en étant plus petit, t'as le souvenir que c'est vachement plus gros et tout. Mais bon, tu retrouves quand même des photos, des trucs où il y avait plus de neige. Un vrai hiver. Et même là, ces derniers temps, on n'a pas des vrais hivers. Donc que ce soit un paysage vraiment blanc, au style, quoi, où ça en met vraiment un paquet, quoi. Et ce silence que t'as quand ça a neigé. Ouais. C'est ouf. Ouais. C'est une bonne nostalgie, ça. Ouais. Ouais, carrément. Quel est le paysage que t'aimerais découvrir? La Chine, j'ai eu la chance d'y aller une fois pour une Coupe du Monde de ski de rando, et puis j'y suis passé 2 autres fois pour des autres voyages, en fait, où on passait par la Chine. Et une fois, on allait faire une Coupe du Monde là-bas, mais on n'a pas eu le temps de revisiter. Mais c'est quelque chose, l'Asie, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment découvrir, quoi. Les montagnes, la culture et le paysage là-bas, mais tu vois, un paysage, en fait, la campagne là-bas. Comment, tu vois, nous, nos chalets, comment ils sont derrière et tout. Et voir des rizières, la muraille de Chine, des trucs comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais découvrir. Ok. Ouais.
prendre le temps de vraiment découvrir. Ouais. Ouais. Seulement la Chine ou d'autres pays en Je pense d'autres Asie, pays. Si j'avais pas comme- fait du sport de haut niveau et du coup t'es bloqué avec ton calendrier, tes contraintes, Ouais. bah, je pense que, T'aurais et fait que un si j'avais pas voyage, une copine ici et machin, je pense que je serais parti depuis longtemps de faire le tour du monde avec mon sac à dos et juste kiffer quoi. Ok. Ouais. C'est pas fini, je pense que tu pourrais le faire plus tard. Ouais, carrément. Il y a le temps. Il y a le temps, quoi. Et quel paysage t'aimerais faire découvrir Faire aux gens qui découvrir. nous écoutent ou Et bah. Pas forcément un paysage que je connais, mais en fait que les gens découvrent qu'il y a des trucs de zinzin à côté de chez eux. Et souvent on oublie et on se sent obligé d'aller à l'autre bout du monde parce qu'on a vu une story de machin ou un truc. Et tu vois de plus en plus des endroits touristiques dans des pays exotiques qui sont surfréquentés et c'est pourri. Alors qu'en fait, ici, on a fait quoi? On a fait 10 minutes de voiture. Ouais. Ok, on n'est pas très loin d'un parking où on s'est garé et tout. Mais en fait, il y a quoi? Il y a 2 mois de ça, avec ma copine, on est venu bouffer des sushis à 200 mètres d'ici. Et juste en face de nous, on avait des poneys qui étaient là, tranquilles. Ouais. Et t'es à côté de chez toi. Ouais. Et tu te prends un petit moment pour regarder le paysage, un coucher de soleil en mangeant des sushis. Et la vie, elle était belle, quoi. Et on n'est pas parti aux États-Unis, au fin fond du Texas, pour faire je sais pas quoi. Changer de regard en fait sur ce qu'il y a autour de chez nous, quoi. Ouais, juste prendre le temps de regarder. Ouais. C'est ça, souvent. Parce que t'as trop l'habitude. Là, il y a pas si longtemps, j'ai appris que je devais porter des lunettes. Et du coup, parce que j'ai une petite correction à faire, je vois pas très bien de loin. Et depuis que j'ai ces lunettes, en bagnole, j'ai l'impression de redécouvrir ce qui est autour de chez moi. Je regarde avec un œil différent parce que je vois tous les détails au loin. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir grandi et d'être plus mûr et de prendre le temps d'admirer et moins de vivre à 200 à l'heure. Ouais. Et en fait, avec ces lunettes, j'ai l'impression de redécouvrir le paysage qui m'entoure et de kiffer ça, quoi. Et en fin de compte, c'est juste ça. C'est le matin, au lieu d'écouter la radio, les infos, le truc qui te stresse de machin, juste, tu regardes ce qu'il y a autour, ce qui se passe. Le matin, tu sors sur ta terrasse, tu bois ton café dehors, t'écoutes juste les oiseaux, le machin. Et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Hein. Merci Gédéon. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.